Bonjour les amis, 15 heures pétantes, l'heure, l'exactitude des princes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je suis non pas avec un prince, mais avec un policier que vous connaissez bien, Alexandre Langlois, du syndicat Vigie. Un policier qu'on aime bien. Pourquoi? Parce que je pense qu'il arrive à concilier, c'est le rôle d'un syndicat, la défense de sa corporation, ce qui est tout à fait normal, mais aussi concilier ça avec l'intérêt général et de tous les policiers. Je suis beaucoup dans les manifs, hein, et il y a beaucoup de gens dans les manifs qui citent ce syndicat, qui comprend bien les choses. Voilà. Donc, une actualité très riche, très riche. D'abord, évidemment, on va revenir sur ce qu'il faut bien qualifier de bavure, suite à l'arrestation, l'interpellation de Cédric Chouviat, et malheureusement qui a mal tourné. Et tu nous expliqueras un peu les dessous de l'affaire, comment et pourquoi, et qu'est-ce qu'il faut en retenir pour l'avenir. Et puis bien sûr les manifestations, à la fois les actes des Gilets jaunes, mais aussi une contestation qui grandit dans la rue, avec une convergence des luttes, comme on dit, puisqu'elle a souvent été appelée de beaucoup de vœux, et aujourd'hui elle est devenue réalité, puisque que ce soit le public, le privé, les avocats, les indépendants aussi, bien sûr les salariés du public, avec un point d'orgue et un dénominateur commun qui est le refus de cette réforme des retraites. Et on voit, j'allais dire, semaine après semaine, la contestation grandir et une répression malheureusement aussi grandir, avec un fossé qui se creuse entre la police et la population. Et ça sera beaucoup de questions, et aussi beaucoup de questions à la fois sur la doctrine, d'abord sur le problème politique, parce que la police est aujourd'hui la voiture balai de la société, hein. Des problèmes qui doivent être réglés au niveau politique. On voit qu'il y a un régime qui tient essentiellement par les forces de l'ordre. Ça dit quand même quelque chose de la nature du régime, de la manière de gouverner, de la gouvernance. Un problème sans doute de doctrine au sein même de la police, un problème de technique policière d'interpellation, et évidemment toutes les questions liées à la formation dans l'usage, dans l'utilisation, notamment du fameux LBD 40, qui a fait tellement de victimes et qui cause tellement d'horreur dans la population. Alors Alexandre, merci d'abord d'être avec nous aujourd'hui. On va se tutoyer, puisque dans la vie on se tutoie. C'est toujours un plaisir de travailler avec voilà, toi. on va pas faire semblant. Première question, tu en es où de ta situation personnelle en termes de procédure disciplinaire, puisque tu as dit un certain nombre de choses et tu as été convoqué par ta hiérarchie, parce qu'il ne fait pas tellement bon de dire les choses de manière très claire peut-être. Non, faut pas dans la police. Voilà. Où j'en suis, donc j'avais été sanctionné par monsieur Castaner personnellement, sur avis du directeur général de la police nationale, à 12 mois à exclusion temporaire de fonction de 12 mois à compter du 4 juillet, dont 6 mois avec sursis. Donc je viens de purger mes 6 mois fermes. J'ai repris mon service le 6 janvier, parce que le 4 janvier tombant un samedi. Et du coup, je suis maintenant en attente de savoir combien de temps la suspension va se mettre en place ou pas, sachant que ce gouvernement, pendant nos vacances d'été, a mis une nouvelle loi en place pour tous les fonctionnaires, donc pas que les policiers, mais également les policiers, où n'importe quel chef de service peut exclure un fonctionnaire pendant 3 jours, sans conseil de discipline, et quasiment le fait du prince, parce qu'après il faudra quasiment 2 ans devant la justice administrative pour faire valoir ses droits et dire qu'on n'avait pas le droit d'être viré. Et moi, donc, mon chef de service a juste à prendre cette décision pour que je sois reviré de 6 mois avec le sursis qui saute. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas, ma hiérarchie m'aime bien, localement, parce que mon travail professionnel est apprécié, à contraire des dénonciations sur les dysfonctionnements graves de notre institution, qui n'est pas très apprécié en haut lieu. Avec une bonne nouvelle, c'est que oui, c'est pas gentil, je veux dire, les grands responsables commencent à quitter le navire, dont notre directeur général, M. Morvan, qui a annoncé il y a lundi dernier qu'il prenait sa retraite anticipée, parce qu'il est épuisé après son incroyable palmarès de 2 ans à la tête de la police nationale. Donc ce qui est assez ironique, c'est qu'il part à la retraite 3 ans en avance, juste avant la réforme des retraites, qu'il n'aura pas la chance de bénéficier du nouveau régime. C'est vraiment dommage pour lui. Quel dommage, hein, c'est vraiment dommage. Alors effectivement, c'est ce même monsieur d'ailleurs qui a rappelé récemment, et ça c'est
très intéressant, puisque ça fait débat dans chaque manifestation, que la loi obligeait les policiers, et tu diras en quoi c'est aussi un faux problème, les policiers à porter leur RIO, c'est-à-dire leur numéro d'identification, qui n'est pas le matricule d'ailleurs, mais qui est un numéro d'identification, de façon qu'on puisse savoir à qui on a affaire. Et après, tu nous diras de l'intérieur, effectivement, comment il est tellement facile de retrouver un policier qui se serait mal conduit sans même le RIO. Alors d'abord, est-ce que le RIO est obligatoire? Alors, le RIO est obligatoire selon notre code de déontologie. Il n'y a pas de question, donc intégré au code notre RIO donc, est intégré à notre code de déontologie, qui est lui-même intégré au code de la sécurité intérieure. Donc légalement, on doit porter notre RIO, à part quelques unités spécifiques comme le RAID ou quelques unités qu'on comprend, qui ont besoin de plus de discrétion, mais qui interviennent que sur certains théâtres bien particuliers. Ensuite, là, par contre, il y a deux choses qui posent problème. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de sanction si on ne le porte pas. Voilà, c'est que d'habitude, par exemple, je prends un vol, on vole quelque chose, on sait que derrière, on risque, je ne sais plus, quelques années de prison et une amende. Voilà, c'est le maximum qu'un juge peut donner. Chez nous, il n'y a pas de sanction. Voilà, c'est à l'appréciation de l'administration. C'est-à-dire que c'est le chef d'unité, le chef de service ou une enquête IGPN qui devra dire, voilà, on estime que le fonctionnaire a fait une faute, il n'a pas respecté la loi, donc il aura une sanction administrative. Voilà, donc du coup, quand il n'y a pas de sanction, effectivement, la motivation derrière de respecter quelque chose où il n'y a pas de sanction, effectivement, est très limitée. La deuxième chose également, c'est que le RIO, en fait, a été ce qu'on avait dénoncé à l'époque, quelque chose de cosmétique mis en place par M. Valls, qui a coûté 1 million d'euros qu'on aurait pu dépenser ailleurs dans la police nationale. Car si on veut retrouver un fonctionnaire de police qui, pour enquête, pas forcément on pense qu'il a commis une faute, ça ne veut pas dire que si on pense qu'il l'a réellement commis d'ailleurs, on peut le retrouver assez rapidement. Moi j'ai des exemples, il y avait des collègues qui avaient par exemple donné des coups de pied dans la voiture de ma femme alors qu'elle conduisait, ou qui l'avaient insulté ou importuné pendant qu'elle conduisait. J'ai retrouvé mes collègues en 10 minutes. Je me suis expliqué avec eux, c'était réglé. Donc en fait, le problème n'est pas le problème du RIO, c'est un faux problème, on met un faux nez pour détourner l'attention. La vraie question, c'est est-ce que derrière, il y a une volonté d'enquête dans la police nationale, une volonté de retrouver les gens pour faire la lumière sur des faits et trouver la vérité. Et peut-être du coup, soit condamner les comportements déviants ou non conformes à la réglementation, à la loi, ou alors dire, voilà, ça s'est passé comme ça, et avoir un travail pédagogique en disant, les policiers, il vous semble qu'ils ont commis une faute, alors que, tant qu'on vous explique le contexte, voilà la loi, et en fait, ils ont agi convenablement. Et là, on fait la politique de l'autruche, et tant qu'on sera dans une politique de l'autruche, ce sera ni bénéfique pour les policiers, ni pour la population. Sachant que l'IGPN, puisqu'il en est souvent question, a évidemment accès à tous les fichiers, c'est assez simple, de dire telle unité, tel jour était là, on peut très facilement, si on en a la volonté, effectivement, retrouver, avec les images en plus, la personne qui aurait pu commettre un acte malveillant, une exaction, ou qui a outrepassé ses droits. C'est ça, surtout sur des maintiens de l'ordre où il y a beaucoup de questions, même sur les pas où il y a des maintiens de l'ordre, mais sur tous les déploiements de forces de fonctionnaires, quel que soit d'ailleurs le contexte, effectivement, on peut les retrouver facilement, de savoir qui est où, parce qu'on est tracé dans tous les sens. En plus, on est de plus en plus géolocalisé par nos téléphones, par nos véhicules, par tout ce qu'on veut. Donc, en fait, c'est assez facile de retrouver notre trace. Après, la vraie question, est-ce qu'il y a une volonté politique? Parce qu'après, c'est pas parce qu'on retrouve la trace d'un policier, c'est pour enquête. C'est-à-dire que c'est pour entendre sa version, entendre les choses. Et une fois de plus, c'est pas forcément pour le condamner, mais donc il y a une volonté de déni qui est très problématique dans notre institution, qui est de mettre la poussière sous le tapis et de ne pas chercher la vérité. Et c'est, dans une démocratie, quelque chose d'assez révoltant. On pourrait peut-être revenir, expliquer brièvement comment fonctionne l'IGPN, qui est un organe interne à la police. Et effectivement, tant qu'on est jugé partie, c'est un petit peu compliqué. C'est pas judiciarisé, hein, c'est vraiment interne à la police en tout cas. Et effectivement, on peut être détaché ou partir à l'IGPN pour 3, 4 ou 5 ans, puis revenir ensuite en poste ailleurs. Et on voit déjà toute la complexité de l'affaire, parce qu'on peut être amené à être sous les ordres de quelqu'un qu'on aura sanctionné ou qu'on aura jugé dans le cadre de nos fonctions à l'IGPN. C'est compliqué ça quand même. L'IGPN, c'est compliqué. En général, on ne sera jamais sous les ordres de quelqu'un, parce qu'en général, ce qui est bien fait à l'IGPN, entre guillemets, c'est la seule chose qui est pas bien fait, c'est qu'on ne peut pas juger des gens qui sont supérieurs à nous dans la hiérarchie. Donc on a forcément des gens... voilà. Après, l'IGPN, par contre, ce qui est problématique, c'est que c'est la police qui enquête sur la police. Donc déjà, ça pose problème, surtout que la France, et on comprend encore moins avec M. Macron qui se dit européen à tout va, c'est que la France a signé un code éthique de police européen en 2001 qui est bien spécifié à l'intérieur. La police n'a pas le droit d'enquêter sur elle-même, avec un commentaire très important qui dit même si les fonctionnaires de police qui enquêtaient sur la police faisaient leur travail en conscience et il n'y avait rien à dire sur leur professionnalisme, il y aurait toujours une suspicion.
de garder les choses en interne. Donc pour éviter cette suspicion qui est très mauvaise pour les relations police-population, il faut externaliser le contrôle de la police, avec, quel que soit le procédé d'ailleurs de ce contrôle, et avec par contre nous ce qu'on demande d'avoir un éclairage policier, parce que nous avons des missions particulières, donc il faut qu'il y ait aussi des policiers qui puissent éclairer les gens qui sont amenés à juger la police ou à examiner leurs actes après. Ensuite, l'IGPN a aussi une double casquette, donc un rôle administratif pour des sanctions internes administratives. Donc là, la police verrouille entièrement les sanctions, les non-sanctions et tout ce qu'elle veut. Et après, elle est également très souvent saisie au niveau judiciaire par un juge d'instruction ou un procureur pour des enquêtes pénales, en disant on va prendre le service d'enquête sur la police par facilité ou pour éviter toute chose. Mais avec les choses qu'on peut voir qui donnent des conclusions opposées, par exemple les conclusions sur l'affaire Steve à Nantes au niveau administratif, l'IGPN qui n'a pas été saisi du côté judiciaire bien heureusement au final, avait dit tout va bien, rien à circuler, rien à voir, et la police judiciaire qui a enquêté sous tutelle d'un magistrat, donc qui est hors d'ordre de la police nationale, et on conclut à des choses complètement différentes. Donc aussi il y a toutes ces choses qui sont à mettre dans la balance. Et après aussi les collègues qui remontent aussi à l'IGPN, des fois les moins gradés essayent de faire leur travail le plus convenablement possible, et après leur rapport peut être corrigé par leur hiérarchie qui aura conformément aux instructions, aux envies dont ils ont besoin. Voilà, je rappelle, juste j'en parle en connaissance de cause pour avoir été auditionné à l'IGPN, et ils avaient fabriqué des documents pour m'incriminer, des faux documents, j'ai les preuves à l'appui. D'accord. Alors, à ce stade, ce qu'on devrait préciser, parce qu'on voit beaucoup de hashtags sur les réseaux sociaux, dès qu'on est un peu critique, on voit bien des trolls qui sont là que pour ça, avec le hashtag soutien FDO. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas dans la population soutien magistrat, soutien avocat. Il y a des bons avocats, il y en a des mauvais. Il y a des bons journalistes, il y en a des mauvais. Il y a des bons magistrats, il y en a des mauvais. C'est pareil dans la police. On ne généralise pas, mais on voit bien les gens sont attachés à une police républicaine. Il y a une tradition républicaine de la police en France. On l'a vu après Charlie, que c'est pas rédhibitoire et que la population est capable de faire corps avec sa police, mais simplement les gens regardent. Ils ont le droit de changer d'avis en fonction des événements. Ça veut dire que leur cerveau, leur structure mentale est d'aplomb et fonctionne, et que si on ne sanctionne pas les dérives et les actes les plus odieux et les plus répréhensibles, petit à petit, on est dans le déni. Et les gens ont le sentiment, de toute façon, qu'on est dans l'impunité et que tout sera couvert. Parce que c'est vrai, quand on voit le ministre de l'Intérieur avec des procédures en cours, IGPN ou autres, lors des actes des Gilets jaunes, avec des policiers incriminés qui ont eu les médailles de la police, les gens disent c'est un encouragement à continuer dans ces déviances. C'est un encouragement. Alors déjà sur ces médailles en plus Gilets jaunes, c'est les médailles internes de la police et de la sécurité intérieure. Les collègues n'en voulaient pas spécialement en plus, ils ont dit vous en avez donné tellement que ça n'a aucune valeur, et en plus vous la donnez à tellement tout et n'importe qui qu'on ne veut pas être associé à certaines autres personnes qui sont justement sous coup de procédure. Donc en plus pour ceux qui auraient dû mériter d'être récompensés pour leur professionnalisme et leur sang-froid, même eux leur médaille a été dénaturée et ne veut plus rien dire. Donc les gens n'en veulent pas de cette médaille en plus. Par contre ça coûte moins cher que de donner une prime ou de donner une promotion ou de répondre à ça en donnant une médaille, d'habitude ça suffit. Sauf que là ils en ont donné trop, on a l'impression d'avoir des plastrons de médailles qui ne servent à rien, comme dans certains régimes assez autoritaires qui ont pu exister. Et du coup, effectivement, il y a ce côté où il y a des enquêtes qui vont pas très vite. Les journalistes vont souvent plus vite à faire les enquêtes que l'IGPN. Je repense au Monde qui a montré ce qui s'était passé pour le pompier volontaire à Bordeaux. L'enquête IGPN, finalement, n'était toujours pas finie quand Le Monde avait fait, même quand toutes les images, les témoignages, encore l'IGPN est en train de dire attendez, nous on fait une enquête, ça va pas aller vite. Et puis on l'a vu avec ce fameux CRS qui charge et qui court une vingtaine de mètres au pas de charge, qui donne un coup de matraque à une jeune fille qui est de dos, qui tombe et complètement évanouie, et il y a eu un classement sans suite. C'est notre fameux Go CRS, parce que dans le dos il a marqué Go CRS, ce brave c'est un commandant, qui est en fait Go pour groupement opérationnel de Paris, et il gère les CRS quand ils viennent sur Paris. Par contre il ne gère pas les compagnies en elles-mêmes. Par contre, il faut parler un peu plus fort. Pardon, je vais parler un peu plus fort. Donc ce Go CRS a une particularité, c'est qu'il terrorise même les commandants de compagnies de CRS, qui sont pourtant bien implantés, et en CRS, la hiérarchie est très respectée. Et nos collègues de CRS ne comprennent pas comment une personne qui commet de nombreuses exactions et des gestes qui décrédibilisent l'action de la police, et qui les met en danger eux également sur leurs interventions, ne soit pas sanctionné, puisse agir en toute impunité, puisse donner des ordres à tout le monde, alors que lui-même n'a pas de compagnie opérationnelle à part gérer le groupement parisien. C'est le même également qui était au Burger King ou au McDonald's, je ne sais plus, à la restauration rapide sur les Champs-Élysées quand des
personnes ont été pris à partie à l'intérieur. C'est lui qui supervisait l'opération. Donc ce monsieur, quand on tape son nom GoCRS, il est dans plein de coups et d'exactions et de dérives, et il est toujours en poste et ça pose un sérieux problème, alors que d'autres collègues qui ne commettent pas d'infraction des fois sont jetés en pâture, ou alors des fois quand juste, comme les délégués de chez nous qui peuvent avoir dénoncé des dérives et des dysfonctionnements, sont encore plus ennuyés que des personnes qui commettent des crimes et des délits. Il faut aussi signaler, si mes renseignements sont bons, que le policier qui était en charge du maintien de l'ordre à Nantes lors de la malheureuse affaire de Steve était lui aussi connu pour des débordements, on va dire un comportement assez limite, et que même ces hommes avaient plusieurs fois alerté en disant ils nous envoient au casse-pipe, c'est dangereux, et on voit bien que la police a chargé dans un nuage de gaz lacrymogène avec la Loire en dessous, 6 mètres de dénivelé, et que on a vu les images, il y avait beaucoup de jeunes qui hurlaient, mais il y a des gens à la mer, il y a des gens à la mer, arrêtez, arrêtez. Et que malgré ça, il a donné l'ordre avec les gens. Donc ça aussi, c'est un problème de hiérarchie, et de hiérarchie assez haute, puisqu'on couvre finalement des gens dont on sait qu'ils ne sont pas capables de diriger des équipes en assurant à la fois la sécurité de leur propre équipe et bien sûr la sécurité des manifestants ou simplement des simples citoyens, comme c'était le cas pour la fête de la musique. En plus, ou alors on laisse faire. C'est la deuxième chose que le ministre a bien dit que ce commissaire avait eu une promotion, mais n'avait surtout pas été sanctionné pour ce qu'il avait fait, et que son changement de poste n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé pour l'affaire Steve. Après, la deuxième chose, ce commissaire était en sécurité publique, donc pas du tout en maintien de l'ordre ni quoi que ce soit. Il avait sur place des CRS qui sont dirigés par un commandant qui avait mis en garde ce commissaire en disant: ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Derrière, il y a la Loire, il va y avoir un problème. Et le témoignage du commandant de CRS a été dans les pièces annexes de l'IGPN et surtout pas mis en avant pour dire que des policiers de terrain qui savent ce qu'ils font et qui a un danger réel pour la sécurité de tous n'ont pas été écoutés. Et en fait, tant que nous serons dirigés par des personnes comme ça n'ira pas. Parce que derrière, il y a aussi une terreur dans la police nationale, le management par la terreur. C'est-à-dire que si vous faites filer pas droit, vous aurez l'extorsion, si vous aurez à vous expliquer, et on va vous mettre des répressions dans tous les sens. Et donc en fait, à l'heure actuelle, ce qui est malheureux pour une grande majorité des policiers, c'est que les policiers n'ont aucun problème à aller combattre des délinquants, des criminels, des braqueurs de banque, des terroristes. Ils sont prêts à donner leur vie pour protéger la population. Par contre, ils ont peur d'un type dans un bureau qui tient un stylo, qui peut rayer leur carrière d'un trait de plume. Donc c'est quand même assez dramatique pour montrer l'état dans la police nationale. Je rappelle que l'année dernière, nous avons eu un pic de suicides, donc ça montre aussi un délabrement psychologique de la police nationale. Et cette année, ça va encore s'aggraver vu que en fait, nous sommes toujours dirigés par les mêmes personnes qui ne veulent vraiment pas prendre en compte ce qui se passe en interne. Donc pour que ça change, il faudrait qu'on change déjà les gens qui nous dirigent, pour avoir des ordres cohérents, des ordres conformes aux attentes et à la protection de la population. Et tant qu'on n'aura pas changé ça, ça ne marchera pas. Alors revenons peut-être, si tu le veux bien, sur l'affaire Cédric Chouviat. Je rappelle les faits, hein, c'était vendredi dernier. Un livreur est arrêté vers la rue de Suffren, dans le 15e arrondissement. Il y a une interprétation. Alors là, les versions diffèrent. Les policiers disent qu'il téléphonait il était en train de téléphoner alors qu'il conduisait. Lui dit j'ai été arrêté. La famille dit et son avocat, malheureusement, il peut plus rien dire puisqu'il est décédé. En fait, pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Il a été interpellé, il n'aurait pas dû se rebeller, il a eu des mots un peu vifs, même sa femme l'a reconnu. Et il a voulu filmer. Je dis pas que c'est à la mode, mais c'est vrai que les gens sont un petit peu échaudés aujourd'hui dans la population, dans les contrôles. On l'a vu notamment dans les manifs avec les gilets jaunes, etc. Et donc, on est en démocratie, on a le droit de filmer. Alors, ça peut excéder aussi les policiers qui sont en interpellation. Mais enfin, il y avait quand même rien de grave. C'était pas du terrorisme. Il n'était pas en excès de vitesse. Il n'était pas en train de faire des wheelings, une bouteille d'alcool à la main. Il a déconné, peut-être, de mal répondre, etc. Mais il ne méritait certainement pas la mort. Il y a déjà un problème, me semble-t-il, de technique et de formation, parce que j'en ai parlé avec beaucoup, et moi-même je fais des arts martiaux. La première chose qu'on apprend dans les clés d'étranglement, etc., si tu mets une main derrière et une main devant et que tu bloques la cage thoracique, etc., en 5 secondes tu meurs, parce que ton cerveau n'est plus oxygéné. En plus il y a une fracture du larynx. On sait que quand le larynx est brisé, on peut plus, l'air n'est plus amené aux poumons,
les poumons ne fonctionnent plus normalement, le sang n'est plus oxygéné et le cerveau est en arrêt. Donc, est-ce qu'il y a déjà un problème de technique et de formation dans l'interpellation? Même avant le problème de technique, etc., la première chose choquante, c'est qu'en France, on peut mourir en étant contrôlé pour un contrôle routier, donc du contraventionnel. Et ça c'est grave, mais ce qui est grave le plus, c'est qu'il n'y a pas eu derrière un mot d'excuse du ministre en disant voilà, on va chercher qui c'est qui a fait quoi, mais la moindre des choses, c'est d'aller voir la famille et que ce ne soit pas la famille qui soit obligée de chercher la personne qui est hospitalisée. Disons les choses clairement, il y a eu un trou de 6 heures entre la commission des faits et la découverte par la famille, l'accès à la famille au service de réanimation où il était entre la vie et la mort. 6 heures. Donc déjà, ça pose un problème. Voilà. Pose un problème. Après, Et on a bricolé entre-temps une version. Après ça, c'est l'enquête qui le dira. Ouais. Je ne porterai pas de jugement hâtif. Mais en tous les cas, déjà, et puis la prise de parole du ministre, qui est des fois très prompte à venir prendre la parole sur tout et n'importe quoi, elle n'a pas été très claire et très prompte sur ce sujet-là. La deuxième chose ensuite, sur cette intervention, c'est les techniques d'intervention. Dans la police, effectivement, les techniques qui ont été employées sont enseignées dans les cours de police. Il y a deux problématiques, c'est que quand on est policier, on doit forcément se servir du matériel de l'administration, des techniques de l'administration, et si on utilise d'autres techniques, on se met en faute. Donc à partir de là, mes collègues ont agi dans le cadre de leur fonction, en disant on va faire avec ce qu'on nous a appris, sinon on va se mettre en faute personnellement, avec les conséquences dramatiques qu'on connaît. Donc à l'heure actuelle, si on ne remet pas en cause la formation qui est derrière, de dire il faut qu'on applique d'autres méthodes, qu'on dise aux policiers il y a d'autres choses à faire, et surtout, ou alors vous pouvez tenter d'autres choses on va valider au fur et à mesure, ou vous associer à la réflexion, mais surtout pas qu'on dise si vous utilisez des méthodes hors de ce que vous avez pris, vous serez sanctionné, quel que soit le résultat. Voilà, parce qu'il y a des gestes professionnels, si ce n'est pas cela, voilà. Donc le problème aussi également, c'est que c'est des gens dans des bureaux qui font des jolis manuels et qui disent voilà, c'est ça que vous devez respecter. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils viennent voir les collègues de terrain qui disent voilà, nous on a besoin de faire ça, qu'est-ce qu'on met comme méthode? Oui, et puis comme le disent les gens là, en fait, la première, moi je suis motard, je suis souvent à deux roues, on vous arrête, veuillez éteindre votre véhicule, contrôle de police, enlevez votre casque, donc tu éteins ta moto, ton scoot, t'enlèves ton casque, c'est la première chose, déjà la première chose que tu fais, parce qu'effectivement, ils n'ont pas vu son visage, parce qu'il était tout bleu et il était plus oxygéné, quoi. Et en plus, on enlève le casque pour des raisons de sécurité, si la personne commence à charger ou à taper avec un casque, ça n'a pas le même effet. La deuxième chose également, c'est que comme souvent, c'était des jeunes fonctionnaires. Et en fait, quelque chose qui ne s'apprend pas dans les écoles, c'est la maturité et l'expérience de la vie. Et on ne régit pas de la même façon à 20, 30, 40 ou 50 ans. Et c'est pas pour rien que certains services de police comme le RAID, une unité prestigieuse, qui recrutent qu'entre 30 et 40 ans des pères et des mères de famille. Justement pour avoir des gens avec la tête sur les épaules, ils ne veulent pas de chiens fous. Et la chose, c'est que souvent nos collègues les plus jeunes sont envoyés dans des cas sur Paris, on commence tous en région parisienne, et ils n'ont pas ce côté d'expérience de la vie, des collègues qui pourraient être à côté d'eux et de leur dire attends, on va faire différemment, ou alors c'est pas grave, il va partir, on a sa plaque, on ira le chercher chez lui après, enfin ça vaut pas le coup pour une contravention d'en arriver là. Donc il y a également la formation qui pose problème, parce qu'on nous enseigne des techniques qui peuvent donc tuer, mais si on sort de ces techniques, on sera en faute, parce que nous n'aurons pas respecté. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'équipage qui sont mixtes avec des gens qui ont l'expérience et la connaissance du terrain, avec une expérience de la vie, qui sont plus posés que... moi, je veux dire, je parle en connaissance de cause. Moi, le premier, je ne suis pas le même que quand je suis rentré dans la police à 25 ans, que maintenant à 37. Maintenant, j'ai des enfants, voilà. Donc, c'est la vie, en fait, qui fait ça. Puis après, quand on vieillit encore un peu plus, on a encore d'autres réactions. Donc, quand on a la chance d'être formé par des personnels plus anciens, on ne réagit pas de la même façon. Je vais donner un exemple d'un collègue qui était appelé sur un différend, sur une bagarre en gare entre deux bandes rivales. Il était accompagné d'un ancien qui a dit on y va, on fonce. C'était un copain, il avait la vingtaine d'années à cette époque-là. Donc il a dit à l'ancien qui était avec lui on y va, on fonce, c'est cool, on va y aller. Il a fait mais t'es un malade, on est deux. Enfin, je veux dire, tu veux te faire tuer? Non, on va y aller tranquillement, on va arriver en même temps que tout le monde, et quand on sera 30 ou 40 à arriver en même temps, on interviendra en sécurité, aussi bien pour nous que pour que les gens en fassent. Mais si jamais il y avait deux jeunes dans le véhicule, ils seraient foncés, il y aurait eu une bavure policière, ou ils seraient peut-être fait tuer, ou il y aurait eu des graves soucis. Donc une bête expérience de la vie derrière, ce serait bien. Et après, ce qui pose aussi problème dans le management de la police nationale et le recrutement, c'est que par exemple nos commissaires peuvent être commissaires à 23 ans. Et à 23 ans, malheureusement, on n'a pas l'expérience de la vie. On est peut-être très instruit, très brillant intellectuellement, mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans un manuel. Donc en fait, on aimerait bien également être dirigé par des gens qui ont de la bouteille. Et en gendarmerie, par exemple, on ne devient pas général de gendarmerie à 23 ans. On commence par commencer lieutenant et on monte les étapes au fur et à mesure. Et je pense que quand on arrive général à 40 ou 50 ans ou en fin de carrière, du coup, effectivement, déjà, on a une autorité qu'on a acquise par l'expérience et on impose le respect dû à ces années.
Donc il y a tous ces contextes-là, et maintenant l'enquête dira le résultat final, mais ce que j'ai peur, c'est que comme d'habitude, il y a une grande absente de l'enquête de police. C'est la responsabilité sur la formation, qui avait mis la patrouille, pourquoi que des jeunes, et qu'est-ce qu'il y aura derrière pour pas que ça se reproduise. Parce que quel que soit, qu'il soit coupable, pas coupable, reconnu par la justice, la vraie question, demain, si on ne veut pas que ça se reproduise, c'est au niveau de la formation qu'il faut que ça change. Sinon, on sera dans de la vengeance, on aura vengé la personne, voilà, mais on n'aura rien résolu au problème. Et ça sera appelé à se reproduire, ce qui est quand même scandaleux dans une république comme la France. Non, c'est vrai, parce que on ne peut pas justifier l'injustifiable, et quoi qu'il se soit passé, on ne va pas incriminer les 3 personnes uniquement. C'est bien tout un problème de hiérarchie, de formation, et puis de technique aussi, parce qu'on est encore un des pays à utiliser ces techniques d'immobilisation au sol. Même la police de New York l'a abandonné. En Belgique, ça a été abandonné. En Suisse, ça a été abandonné. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans différentes affaires. C'est toujours la même histoire. En fait, quand on bloque comme ça les gens au sol et qu'on se met à genoux sur la carotide ou sur la cage thoracique et qu'on maintient derrière, il y a de fortes chances pour que ça se passe très mal. Voilà. Et donc, voilà, déjà cette première histoire. Ensuite, on prendra les questions. Donc, un problème de formation, un problème de doctrine, puisque effectivement, il faudrait que les gens soient mieux accompagnés avec des gens plus d'expérience, des jeunes qui apprennent, etc. Quelqu'un qui soit capable aussi de gérer, sans doute, les caractères, la connaissance de l'âme humaine, en disant bah, lui il est excité, on va le laisser se calmer, etc. Moi je l'ai vu dans les manifs, quand tu as affaire à des gens un peu gradés, un peu plus... enfin gradés, c'est pas vraiment le terme d'ailleurs, un peu plus, qui ont plus d'expérience d'âge, ils arrivent, ils disent bon attendez les gars, on va se calmer, etc. Et en général ça se passe bien. Et quand tu as des nervis en face, bah, ça part en live. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Alors, on va en venir maintenant au gros du sujet, effectivement, aux manifestations. Parce que moi, j'étais aussi, hier, j'y étais, et puis depuis qu'il y a les grandes manifs de la grève, je les ai toutes faites, au-delà des gilets jaunes. Hier, il y avait énormément de monde, je ne sais pas, plusieurs dizaines, centaines de milliers, je ne sais pas, la CGT dit 300 000, occurrence dit 14, le gouvernement 13. Bon, la vérité est plutôt du côté de plusieurs dizaines de milliers, plus de 150 000, ça c'est sûr. Moi j'ai essayé pendant 2 heures de remonter tout le cortège, je n'ai jamais réussi à en voir le bout. Qu'est-ce qu'on peut dire? Beaucoup de syndicats, complètement confondus, CGT Sud, Solidaire, CGC, des gens de la CFDT, de la base, parce qu'il y avait aussi des gens de la base, évidemment tous les services publics, de la fonction publique classique, fonction publique territoriale, de l'hôpital, mais aussi des indépendants, mais aussi des avocats, il y avait un peu tout le monde, complètement unis contre cette réforme des retraites inspirée par BlackRock, retraite à points, dont les gens commencent à comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Donc une foule plutôt transgénérationnelle, je dirais, très joyeuse, parce qu'il n'y a pas eu de problème particulier. On a commencé à avancer, le cortège n'a pas été bloqué, et ça se passe très bien. Donc sur les côtés, avec les gendarmes, pas de problème, toujours cool, casque enlevé, discutant avec les gens, plaisantant, etc. Les CRS un peu plus en retrait, dans les rues adjacentes, bloquant plutôt les rues, les différentes compagnies. Et quand on arrive au bout de la manif, alors ça va être une question clé, on arrive au bout de la manif, vers à la place Saint-Augustin, là, où il y a le cercle des officiers. Et là, on voit des gens qui sont complètement différents, des policiers complètement différents, dans un uniforme tout noir, évidemment sans RIO, sans brassard, etc., avec des casques intégraux de moto, des gros casques blancs ou noirs, qui sont dans des attitudes qui se mettent au milieu comme ça de défi. Si vous avancez, on vous fracasse, c'est bien ce que ça veut dire. Et puis là, on voit tout de suite, dès que les esprits s'échauffent, tu as ces gens qui chargent et qui s'en prennent. Moi, je l'ai vu de mes yeux, il y a eu des images qui ont circulé, de manière, mais avec une violence inouïe. Il y a même une jeune fille qui a été traînée avec son sac à dos sur plusieurs mètres. On a appris que c'était une aide-soignante qui a été prise à coups de poing, nourrie. Ils étaient 5 sur elle, et puis à coups de poing nourrie.
À un moment, ça s'est chauffé aussi. Donc, il y a un policier dans la foule, comme ça, qui arrive avec un LBD qui tire à bout portant, sans doute sur le torse. J'ai pas d'autres éléments. Sinon, si la personne l'avait eu en pleine poire, je pense qu'il serait pas très bien. Mais il est tombé quand même inconscient. Il est tombé dans les pommes, en tout cas, par terre. Et puis, c'est parti dans la bagarre de rue, quoi. C'est ça qui est un peu troublant. Alors, au début, ça se passe bien, et toujours en fin de manif, alors qu'il n'y avait pas particulièrement d'exaction ou de black bloc, alors moi j'en ai pas vu, des journalistes arrêtés aussi, des journalistes indépendants, comme Rémi Buzine par exemple, parce qu'il avait un masque à gaz. Bah, effectivement, moi j'en prends pas pour pas être arrêté, mais je suis peut-être un peu idiot. Quand on se prend des gaz lacrymogènes non-stop, bah, à un moment on a envie de se protéger. C'est pas parce qu'on a un masque à gaz qu'on va déclencher une guerre nucléaire. Bon. Donc, qui sont, j'ai posé la question sur les réseaux, qui sont, ça pose quand même une question, qui sont ces policiers? Sont-ils des policiers? Ils ont un accoutrement bizarre, ils ont un comportement qui n'est pas tout à fait dans les règles. Est-ce qu'il y a un service, oui ou non, qui n'est pas dans la hiérarchie policière traditionnelle et classique, et qui dépend directement du ministère ou de la présidence de la République? Ça, c'est une question. Ou d'autres forces, on parle aussi de forces européennes, etc. Des sociétés de sécurité. Qui sont ces personnes qui font dégénérer à la fin, toujours, les manifestations? Est-ce que tu as des éléments à nous donner? Alors des éléments, oui, alors déjà le premier, si on entend souvent Heureux Jean Force, etc. Donc oui, il y a Heureux Jean Force, c'est les gendarmes qui ont ça sur leur véhicule, parce qu'ils font partie d'Heureux Jean Force et qui ne repeignent pas les véhicules à chaque manifestation quand ils interviennent sur le territoire français. Donc après, ça c'est une rumeur, je n'ai pas vu de gens Heureux Jean Force hors gendarmes français, mais qui ne sont pas là au titre de l'Heureux Jean Force, mais qui sont là parce qu'ils n'ont pas repeint le véhicule. Ce qui semble assez logique. Après, sur le reste, il y a toujours un doute dans cette République depuis M. Macron. Il y a le service de protection de l'Élysée, qui a toujours été assuré par mes collègues de la police ou de la gendarmerie, conjointement bien souvent, depuis les premiers présidents de la Ve République. Aucun président de la République n'a été assassiné ou malmené ou n'a eu sa vie en danger au cours de son mandat. Donc on peut toujours louer depuis maintenant 58, le professionnalisme de nos collègues qui assurent la sécurité de la présidence de la République. Monsieur Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il a voulu réformer ça et avoir quelque chose à sa main, qui dépende de l'Élysée, qui ne soit plus du ministère de l'Intérieur et qui ne soit plus piloté par des services de l'État. Rappelons que c'était Alexandre Benalla qui était chargé de réfléchir à la mise en œuvre et à la mise en place de cette nouvelle organisation. Voilà, donc ça en dit long. Et à côté de ça, il y avait le commandement militaire de l'Élysée qui avait demandé d'avoir une réserve des gendarmes réservistes, une trentaine, ils en ont eu 14 au final. Et on ne sait pas, c'est pas le fait qu'ils soient gendarmes réservistes qui pose problème, c'est le fait qu'ils dépendent de l'Élysée, qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Ça s'était vu également au niveau des enquêtes sénatoriales sur l'affaire Benalla. Et personne n'a posé la question quand ce groupe a été créé et quelles sont ses missions. Les seules choses qui laissent planer un sacré soupçon, c'est que c'est M. Benalla qui a conseillé comme formateur pour les former M. Kras. Donc ça veut dire le deuxième de l'affaire Benalla qui a été pris le 1er mai à la contrescarpe pour violence illégitime, parce que quand il y a un policier qui est pris pour des violences, on doit enquêter ce qu'on peut faire un usage légitime de la force. Par contre, M. Benalla et M. Kras, qui ne sont pas du tout policiers, il n'y a pas de doute sur la légitimité de l'usage de la violence. Eux, c'était forcément illégitime. Sachant que les rares personnes qui ont fait ça, il y a eu un gilet jaune qui a fait ça un jour, qui avait mis un brassard orange. Bon. Ou des gens qui ont usurpé la qualité de policier en mettant un uniforme ou se faisant passer pour des policiers, ont été tout de suite identifiés, jugés et très sévèrement punis. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de M. Benalla. Ni de M. Kras non plus. Ni de M. Kras qui se balade dans la nature. Avec des ports d'armes qui restent aussi à désirer. Un sans port d'armes du tout et un deuxième avec un port d'armes obtenu dans une pochette surprise, en tous les cas, en tout cas de tout cadre légal avec un arrêté qu'on ne sait pas d'où il sort. Ce qui a occasionné le départ d'ailleurs de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur, et il avait eu ce fameux mot: on va passer du côte à côte au face à face, et il semblerait que les événements lui donnent un petit peu raison. Voilà, donc cette digression pour arriver à aujourd'hui, comme cette affaire Benalla n'est toujours pas traitée, qu'on montre que l'Élysée a été capable d'envoyer des gens qui se font passer pour des policiers qui ne le sont pas. Est-ce que ces gens qui n'ont pas de RIO, qui n'ont pas de brassard, qui ressemblent à des policiers mais qui ne le sont pas, sont-ils réellement policiers, vu que personne ne le sait? La supposition, le doute est encore plus fort. Je pense à ça, c'était sur une manifestation, je ne sais plus quel acte, place de la République.
Tout le monde va se souvenir à un moment où une trentaine de personnes ont crié « Suicidez-vous aux policiers ». Tout à fait. Donc déjà, bon, c'est ce qui a été mis en avant par 2 grands médias, alors qu'au même moment à Brest, il y avait 1 minute de silence pour les blessés dans les manifestations Gilets jaunes et les suicides de mes collègues. Donc après, ça c'est une orientation de l'information. Mais en dehors de ça, sur la place de la République, donc 30 personnes. Mes collègues sont sur place, ils sont en face d'eux, ils peuvent les interpeller. C'est un délit d'appeler au suicide, une provocation au suicide, c'est un délit. Et encore plus sur un fonctionnaire qui a l'autorité de l'État. Nasser une place, comme la place de la République était, d'un point de vue maintien de l'ordre, c'est une faute professionnelle, c'est dangereux et c'est contre-productif. D'un point de vue police judiciaire, pour faire des interpellations et ne rater aucun délinquant, c'est très bien. Ces personnes ne sont plus partir sans être inquiétées. Et le soir, nous avons eu des discours de M. Castaner, je vais tout faire pour les retrouver. En fait, il suffit de les interpeller sur place et tout faire pour les retrouver alors qu'ils étaient masqués, donc on n'a aucune chance qu'on les retrouve. Et par contre, ça va mobiliser également des moyens de police. On a d'autres choses à faire, où l'affaire pouvait être réglée en 30 secondes. Les gens étaient présentés à la justice, et la justice faisait son travail, mais au moins il n'y avait plus de doute sur qui était derrière ces masques. Comme je le rappelle d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, place de la Bastille, acte 11, lorsque Jérôme Rodriguez a été éborgné. Je le rappelle chaque fois parce que c'est un fait majeur. On était 15 000 ce jour-là, on est arrivé, ça se passait très bien. On a rendu hommage aux forces de l'ordre depuis 9 h du matin, puisqu'on a commencé nos lives ensemble et on a fait les 3/4 de la journée, nos lives ensemble. On arrive à la Bastille autour de 16 h. On parlemente un petit peu, ça s'ouvre. Il y a une quarantaine de personnes derrière. On voit c'est la guérilla avec les forces de l'ordre. Et c'est là où il était borgné, alors qu'il était pacifiquement en train de faire son live au pied de la statue en disant « Les jeunes, repliez-vous, c'est violent, toute sa République, ne restez pas là, ne restez pas là. » Et il est visé. Et heureusement qu'on a eu les images parce qu'on a pu démontrer. Parce que dans le premier rapport d'étape de l'IGPN, il était dit qu'une grenade de désencerclement avait été lancée en cloche et qu'un petit bout de caoutchouc plus intelligent que les autres avait eu le vice d'aller se loger dans l'œil de Jérôme Rodriguez, alors qu'on a pu démonter image par image que ce n'était pas le cas, que c'était bien un tir de LBD, et que la personne d'ailleurs a été identifiée. On verra où on en est, parce que cette affaire n'est pas complètement élucidée encore. Par nous, Non. oui. Par les autorités, non. Je suis allé voir, et évidemment j'étais en colère et triste, parce que Jérôme est quand même quelqu'un de pacifique. Je suis allé voir les CRS en hurlant à un moment, et je dis, mais pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Ils sont 40, pourquoi vous ne les arrêtez pas? Et il y a un jeune CRS qui a fini par me lâcher, on n'a pas les ordres. Et il y a un plus gradé qui lui a dit, tu vas fermer ta gueule, raconte pas ta vie. Voilà comment, je le jure sur la tête de mes enfants, comment ça s'est passé. Et pourquoi, c'est ça que les gens ne comprennent pas dans la manif, pourquoi on n'arrête pas, enfin, la réponse est dans la question, pourquoi on n'arrête pas ces gens? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les gens qui ne comprennent pas, il y a aussi les policiers qui ne comprennent pas pourquoi on ne les arrête pas. Du coup, on ne sait pas, on n'a toujours pas de réponse, tout le monde peut avoir des suppositions dans tous les sens. On était allé dans la manifestation du 5 décembre, du coup côté manifestation, pour se battre pour avoir une retraite pour tous, et pas chacun des miettes dans son coin. Et on était avec des collègues CRS de Vigie, et il nous a dit, je vais vous montrer comment ça se passe chaque semaine depuis 1 an maintenant, soit Gilets jaunes, manifestations syndicales, enfin chaque fois qu'on est sur le terrain. Il a dit, vous allez voir, il y avait des groupes qui vont arriver. Donc là, pour le coup, il y avait des Black Blocs. Il a dit, regardez, ils arrivent par petits groupes de 3-4. Personne n'a les ordres de les intercepter à ce moment-là, en disant, le mieux c'est que vous circuliez, on n'en parle plus, on peut vous voir, et ça assure la sécurité de tout le monde, et ça évite la paperasse derrière. Ils ont dit, ils vont se regrouper là-bas, dans le coin où ils se sont regroupés de la place de la République. Donc il nous a dit, nous on va se pousser, on va aller de l'autre côté, pour être tranquille. Donc on s'est poussé, et effectivement, 1 heure après, ça cassait, et ça a commencé à se bastonner dans cet endroit-là. Après, il nous dit, là, on pourrait encore recevoir les ordres, nous, unité de CRS, de les encercler pour les interpeller, les présenter à la justice. Ils sont dans un coin, on peut encore les gérer. Il dit, on ne va pas recevoir l'ordre. Et après, donc, le Black Bloc s'est un peu déplacé vers Place de la République. Il a dit, là, la place est tellement grande qu'on ne peut plus rien faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a les ordres d'intervenir, quand c'est trop tard. Donc on doit tirer dans le tas, il y a forcément des dommages collatéraux, et c'est forcément orchestré au niveau plus haut. Parce que si on le vit depuis 1 an, au bout d'un moment, on peut dire qu'on est dirigé par des gens mauvais ou qui n'ont pas l'expérience, mais au bout de 52 week-ends d'affilée, c'est juste des gens qui font exprès. La même chose également, c'est que les ordres qui sont donnés, on avait pu voir ce jour-là, donc on s'était mis de l'autre côté de la place de la République, on avait pris un café, il y avait un cordon de CRS qui bloquait une rue. 10 minutes après, il bloquait plus la rue, il laissait les gens sortir. 10 minutes après, il laissait les gens rentrer. 10 minutes après, il mettait la moitié de la rue bloquée, mais pas la deuxième moitié. Il dit, c'est toute la journée, on reçoit des ordres et des contre-ordres. On nous dit bloquer telle rue, mais la rue d'après n'est pas bloquée, donc on peut se faire contourner. Donc il n'y a aucune logique opérationnelle, on est juste dirigé par des fous.
Donc il dit, avec ce management complètement débile, on met en danger tout le monde, les gens ne comprennent pas, les fauteurs de troubles ne sont jamais arrêtés, et au final, on a le chaos qu'on connaît de semaine en semaine, une augmentation des violences, parce que les plus extrémistes et fanatiques, j'allais dire, du côté des syndicats de police ou du ministère et des manifestants les plus radicaux, ça leur donne de l'eau à leur moulin pour mettre de plus en plus de violence, ce qui est contre-productif pour tous les autres personnes qui veulent juste soit exprimer un droit d'expression et donner leur opinion, ou des policiers qui veulent encadrer un droit constitutionnel. Il faut dire aussi pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément habituées aux manifs et qui nous suivent, c'est très difficile de sortir d'une manif quand on est lassé. Et là aussi, il y a des ordres contradictoires. Moi, par exemple, le dernier exemple en date, Place d'Italie. J'ai mis 1 heure à essayer à pouvoir sortir, hein, et avec des gens qui nous répondent mal, hein, et notamment, je me souviens d'une capitaine de police particulièrement irascible et énervée. Et quand on est poli, etc., on montre la carte, on dit voilà ce que je fais, j'ai filmé, il faut que je rentre, laissez-moi sortir. Ils peuvent très bien laisser sortir, ils voient bien qu'on n'est pas des malfrats, etc. Je montre ma carte et tout. Non, c'est plus loin, non, c'est plus loin. Donc ils te font faire le tour de la place. Tu fais le tour de la place 1 heure, tu le fais 10 fois, et à la fin, tu tombes sur un type un peu plus compréhensif qui te fait sortir. Ça, c'est le premier point. Donc la technique du nassage, elle est bien là, parce que Place d'Italie, on l'a déjà dit, mais on va le redire, tout était ouvert. Petit à petit, on voyait qu'il y avait des engins de chantier, la place n'a pas été choisie au hasard, hein, de toute façon, ça, tout le monde l'a compris. Il y avait des outils, des parpaings, des serre-joints, des barres de fer, et il y a des types, moi j'appelle pas ça des black blocs, hein, des jeunes cons, appelons-les comme ça, qui, je ne sais pas par qui ils sont envoyés, ils viennent cramer des scooters, prendre 3 barrières, et il n'y avait aucun policier. Aucun. Ils ont été tranquilles pour faire ça, et ensuite ils ont fermé. À 14h ou 14h30, la manif devait démarrer à 15h ou à 14h, je ne sais plus, une demi-heure avant, le préfet de police, monsieur l'Allemand, la déclare illégale. Toi, tu es au milieu et tu te prends plein la tronche. Et donc là, après, tu essaies de sortir. C'est pratiquement impossible de sortir. J'ajoute, pour ce que tu disais, pour rajouter de la confusion, que la circulation n'est pas arrêtée. Place d'Italie, elle n'était pas arrêtée. Hier, place de la République, etc., il y a plein d'endroits où elle n'était pas arrêtée. Les gens circulaient, c'était n'importe quoi. Ensuite, ils bloquent les circulations. Et pour sortir, c'est la croix et la bannière. Tout Paris est bloqué. Enfin, c'est en dépit du bon sens, quoi. Donc on ne comprend pas. On comprend qu'il y a des gens qui regardent à travers des écrans de contrôle de la place Beauvau, de la préfecture de police de Paris, même si Édouard Philippe a dit qu'il allait mettre de l'ordre là-dedans, parce qu'il y a des ordres contradictoires. Il ne semble pas que ce soit le cas, parce qu'en plus, il y a des unités sur le terrain qui sont dirigées par des gens sur le terrain qui n'ont pas une vision d'ensemble. Donc c'est la cacophonie. La cacophonie. Non, sur le terrain, ils n'ont même pas de marge de manœuvre. C'est même qu'au niveau de la hiérarchie policière, les gens ne donnent pas les ordres forcément dans la même salle. Donc déjà, il n'y a même pas de coordination au niveau de la direction de la police pour donner les ordres en fonction des unités et des directions. Ensuite, sur Place d'Italie également, on a des collègues qui avaient voulu aller manifester Place d'Italie. Ils n'ont eu aucune difficulté à rentrer sur la Place d'Italie, alors que c'était déjà le bazar sur la place. Par contre, ils n'ont plus la possibilité de sortir, vu qu'ils étaient manifestants. Donc ça veut dire que sciemment, les ordres étaient donnés, laissez rentrer pour que les gens soient nassés. C'est-à-dire que ça donne une certaine conception du maintien de l'ordre en France. Et je rebondis, parce que tout à l'heure, j'en ai pas parlé, j'ai oublié de rebondir sur ça, quand tu as parlé de Rémi Buzine, qui a été interpellé hier pour le masque à gaz. Effectivement, on n'a pas le droit de se protéger avec d'avoir un masque à gaz, parce que ça veut dire qu'on veut aller dans les endroits difficiles. Mais en tant que journaliste, en fait, c'est dans le cadre c'est professionnel. N'importe quelle personne qui travaille peut se protéger sa santé. C'est-à-dire que quand on travaille sur une industrie qui travaille sur des gaz CS qui sont classés mortels, je rappelle, par l'agence européenne en risque industriel, les gens ont un masque à gaz, parce que c'est leur travail. Un journaliste, effectivement, il va aller à l'endroit où il y a des choses à voir, des choses à aller au cœur de l'action. Donc il sera forcément dans le nuage de gaz. Donc il a un masque à gaz, semble logique pour protéger sa santé. Et parce que lui, son travail, c'est d'être à cet endroit-là. Il ne peut pas dire je vais m'en aller, je vais partir, voilà. Et pour avoir discuté avec des collègues CRS, ils m'ont dit si la personne a une carte de presse, normalement, légalement, on lui laisse son masque et on la laisse intervenir. C'est-à-dire que là, il y a eu des consignes plus haut qu'on dit lui, on ne veut pas le voir. C'est ça. Bon, de toute façon, on le voit clairement. On voit toujours un petit peu les gens qui sont arrêtés, inquiétés. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Enfin, j'ai été beaucoup de fois interpellé parce que j'étais dans des manifs avec Jérôme Rodriguez et Maxime Nicole, par exemple. Il y a quelques actes. Tous les 10 mètres, on était contrôlés, quoi. Bon, là, il y avait vraiment une pression
qui était clair, avancer, reculer, papier, tous les 10 mètres, qu'on faisait 10 mètres, bon voilà. Mais pour l'instant, j'ai jamais été interpellé, mais je pense qu'on est tous quand même sur surveillance, complètement identifiés, parce qu'on n'est quand même pas si nombreux à faire ce job et à avoir suffisamment, je dirais, de relais. Donc je pense que la petite dizaine de gens qui font ça sont bien, bien identifiés et tracés, quoi. Voilà. Ce qui pose aussi une question de démocratie et de libre circulation des biens et des personnes, pour reprendre la terminologie européenne. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon toi, déjà, pour que... Bon, on a vu ce qui n'allait pas, pour que les manifestations se déroulent convenablement. On comprend qu'il faut une police, on comprend que les manifestations doivent être encadrées, mais quand on entend chaque fois les tenants de cette façon de faire, ils disent, mais les Gilets jaunes, vous n'êtes pas organisés. Ils disent aux Gilets jaunes, vous n'êtes pas organisés, il n'y a pas de service d'ordre. Mais hier, on a bien vu, enfin, je veux dire, il y a la CGT, il y a les gros bras, etc. Les services d'ordre, ils sont là. Il y a quand même des incidents. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses se passent bien en dehors du fait, on ne va pas faire de la politique ici, que c'est un problème à régler au niveau politique, ça tout le monde le comprend, qu'on ne peut pas simplement réprimer les gens qui vont faire valoir leurs droits ou qui manifestent contre une politique. Ça, ok, c'est pas de notre ressort, mais techniquement, une fois qu'on a dit ça, comment on peut faire pour que ça se passe bien? La première chose... Mettons 5 points clés. 5 points clés. Un point clé numéro 1, c'est le respect de la Constitution française par ceux qui dirigent la police. C'est-à-dire, en France, il y a une garantie du droit de manifester en sécurité. C'est le rôle de la police d'assurer cette sécurité, d'assurer également la sécurité des riverains qui ne sont ni pour ni contre forcément la manifestation, et d'écarter tous les éléments qui sont dangereux. Et pas tirer dans le tas et pas avoir une répression aveugle de tout et n'importe quoi, mais d'enlever les éléments qui peuvent perturber la manifestation et que tous les autres puissent défiler tranquillement. Pour ce faire, comme a priori notre gouvernement et notre employeur, donc nous en tant que policiers, ne veut pas entendre cette façon de faire, c'est que les gens, j'invite tout le monde à aller déposer plainte de façon concertée et collective auprès de la Cour de justice de la République, qui est donc la seule cour en France qui est compétente pour juger les ministres pour leurs actes faits en tant que ministres. Donc voilà, donc s'il y a un dépôt de plainte massif contre M. Castaner, peut-être qu'un jour il y aura un réveil de cette cour. Qui M. Hollande avait dit qu'il la supprimerait, il ne l'a pas supprimée. M. Macron l'avait promis de la supprimer et pour le moment il a dû oublier. Voilà. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de militer auprès de tout ce que vous pouvez au niveau des élus politiques, des députés, des sénateurs que vous connaissez, pour le respect des engagements européens signés par la France, c'est-à-dire la suppression de l'IGPN. Parce qu'en fait, pour le moment, comme la police nationale et notre haute hiérarchie peut s'autocouvrir grâce à cette institution, l'idéal c'est qu'elle n'existe plus. Maintenant, s'il y avait un contrôle externe avec des sanctions en fonction des gens, ce qu'ils ont commis, et pas en fonction des besoins de notre hiérarchie, et qu'on puisse remonter jusqu'au plus haut le sommet de la pyramide, pour pas que ça se reproduise, je pense que les comportements changeraient. Donc ça également, il faudrait supprimer cette IGPN pour que justement les lois soient appliquées, et que si jamais par exemple un policier ne met pas son RIO, que derrière il y a quelque chose qui suit avec des sanctions réellement, et ce serait déjà un bon début. Après, j'invite les gens à pas tomber dans le panneau, c'est-à-dire qu'effectivement, je peux voir beaucoup de commentaires qui disent les miliciens, les choses comme ça. Bon, on comprend l'écœurement, on comprend des fois les choses, mais si on met tout le monde dans le même panier, finalement, ça ne fait qu'une seule chose, ça joue le jeu de ceux qui veulent nous opposer. C'est-à-dire qu'ils vont montrer et mettre en avant les minorités de chaque côté, c'est ce qu'on me dit. J'ai des collègues qui me disent, vous avez vu, en face, c'est que des gens violents. Non, je dis, il y a 300 personnes sur des dizaines de milliers de manifestants. Si on avait les ordres de les enlever, les autres pourraient manifester tranquillement. Nous, on pourrait exercer notre travail et faire notre travail tranquillement et dans de bonnes conditions si on enlevait, pareil, la minorité qui met le bazar et qui est protégée au plus haut niveau de l'État. Je voudrais juste, par rapport à ça, dire quelque chose. Je discute avec moins que toi sans doute, mais quand même beaucoup de policiers. Et même quand je suis en train de filmer, donc je baisse la caméra, je discute, ceux qui veulent bien. Il y a énormément, ça va choquer les gens ce que je vais dire, mais c'est pourtant la vérité, de policiers qui sont gilets jaunes, qui comprennent et qui au départ étaient et sont complètement gilets jaunes, parce que eux ils le vivent, les revendications exprimées par les gilets jaunes, etc. Ils les comprennent, ils les vivent, ce sont les leurs. Mais ils sont pris dans un corporatisme ensuite. La peur de la hiérarchie, comme tu disais, d'un trait de plume, on peut barrer, on peut biffer, détruire la carrière de quelqu'un. Donc finalement, ils suivent un petit peu de façon moutonnière
ce qu'on leur demande de faire, ils sont utilisés. Ça exonère pas, je ne suis pas en train de dire que ça exonère les comportements violents et la responsabilité personnelle de chacun. C'est pas ce que je dis. Mais il y a quand même cette dichotomie, ce hiatus qui est quand même incompréhensible. Parce que C'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a des responsabilités individuelles, donc les gens doivent des fois être sanctionnés pour leur comportement, leurs actions faites individuellement. Par contre, on ne doit pas s'arrêter là, parce que sinon on n'a rien résolu comme problème, et il faut qu'on puisse remonter. C'est souvent, la justice ne remonte pas, et les enquêtes IGPN sont orientées pour pas que ça remonte plus loin. Ensuite, est-ce que les policiers sont de gilets jaunes? Bah oui, les retraites sont concernées. Il y avait eu un petit sondage sur un groupe Facebook de 10 000 policiers. Quand on avait posé la question, est-ce que vous vous sentez trahi par les syndicats de police qui ont négocié des miettes pour les retraites? La réponse a été oui à plus de 9 000. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y avait sûrement des adhérents des syndicats majoritaires ou de leurs délégués surtout, qui a dit oui c'est très bien ce qu'on a fait. Non, en fait non, c'est pas très bien. Les gens sont écœurés de ces personnes. D'ailleurs, il faut savoir également que les syndicats de police qu'on entend le plus souvent, les dernières élections, il y a 2 recours on a fait un recours conjoint avec un autre syndicat de police qui s'appelle le SNIPAT pour annulation des élections pour fraude. Les fraudes massives et trichent de façon honteuse pour qu'ils reprennent leur poste. Malgré cela, après, il y a aussi une orientation de avec qui discute M. Castaner et puis surtout notre directeur général de la police, M. Morvan. C'est que leur défense a toujours été, on ne discute qu'avec les organisations syndicales qui sont représentatives, donc qui ont des sièges au niveau de la police nationale. Très bien, sauf que chez nous, on a un syndicat qui s'appelle le SC6-CFDT, qui est minoritaire et qui, curieusement, est invité à toutes les réunions en invité bonus. Alors du coup, on ne comprend pas pourquoi eux sont invités, pas les autres organisations qui ne sont pas représentatives. Parce que le ministre et notre directeur général de la police nationale choisissent ses interlocuteurs en fonction de s'ils vont dans son sens ou pas. Donc voilà, ce n'est pas une question de représentativité ou pas, nous en avons la preuve par A plus B. Voilà. Donc en fait, il y a aussi ça, il y a une représentation de la police nationale dans les médias et dans les gens qui ont la parole plus libre, qui ne représentent pas la police nationale. Et c'est bien là toute la difficulté et tout le problème. Parce que c'est ces gens-là qui peuvent faire des actions concertées, qui peuvent lancer des sujets, qui peuvent, par exemple, quand il y a eu 1000 CRS malades le même jour, c'est parce que les syndicats majoritaires ont voulu monter un peu les bras et dire, attendez, on va essayer de garder quelque chose pour nous. Mais au final, voilà, donc pour le moment, il n'y a pas de vision de ce que pensent les policiers, il y a juste un imaginaire collectif de ce qu'on voit. Et au final, les policiers n'ont finalement qu'un seul rêve. Et encore, les plus jeunes parmi nous se disent, en plus avec la réforme, même les promesses qu'on a obtenues, ceux qui sont nés après 85, de toute façon, ils se font avoir. C'est d'avoir une retraite comme tout le monde, d'avoir mieux vivre à la fin du mois, comme demandent les gilets jaunes au début. Et puis après, surtout, en plus, une troisième chose qu'on aimerait bien, c'est que ça cesse. Ça cesse avec une réponse politique pour qu'on puisse profiter de nos week-ends ou de nos jours de repos. Donc en fait, on a encore une chose en plus qu'on voudrait que ça se termine le plus vite possible, bien pour tout le monde, parce que ça nous permettrait de nous reposer. Malheureusement, ce n'est pas la voie que privilégie notre employeur actuel. Non, et puis je vois, il y a beaucoup de gens qui disent chaque fois droit de retrait ou démissionner, trouvez-vous un boulot. Bon, ça c'est en théorie, mais dans les faits, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, les policiers, c'est des gens comme tout le monde, ils ont une femme, des enfants, ou un mari, des enfants, ou un compagnon, une compagne, des traites, ils font quoi? Ils démissionnent, ils s'en vont, je suis pas d'accord. Facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Oui, et après, il y a 2 choses. Par exemple, on me dit pourquoi tu n'as pas démissionné? Parce que j'ai pas envie de laisser la police à ces gens-là. Voilà, j'ai envie de faire une comparaison que je fais souvent. Je dis, vous êtes dirigé par M. Macron, rendez votre carte de nationalité française et partez à l'étranger si vous n'êtes pas d'accord avec votre président. Le raisonnement est un peu similaire de dire ça aux policiers démissionnés parce que vous n'êtes pas d'accord avec votre ministre. Non, on va rester en interne, on va essayer de changer les choses. Les gilets jaunes manifestent, les syndicats manifestent contre la politique gouvernementale. Nous, on fait de la résistance syndicale en interne et on essaye de convaincre nos collègues d'aller dans le même sens. Parce que sinon, ce sera dramatique. Si un jour, on ne peut plus faire changer les choses, on sera les premiers à démissionner pour faire autre chose. Après, il y a eu quelque chose qui va sans doute être aussi révélateur, c'est qu'au mois de 31 décembre, ils ont passé la rupture conventionnelle pour les policiers, qui peuvent quitter leur travail en accord avec leur hiérarchie contre un chèque. Donc on va voir combien de personnes vont disposer de ce dispositif pour quitter la police nationale. Donc ce sera intéressant d'avoir le nombre de demandes de fonctionnaires de police qui veulent quitter la police si on leur donne un chèque. Donc ça, on pourra le savoir à la fin de l'année, mais affaire à suivre, mais je pense que les chiffres vont être assez importants. Bon, on va prendre quelques questions, peut-être une dernière question avant de prendre les questions de tout le monde, parce qu'il y en a quand même un paquet. Au niveau syndical, aujourd'hui, Vigie n'est pas n'est pas reconnu comme un syndicat représentatif, c'est ça? Est-ce qu'il y a des seuils? Comment se passent ces élections? Est-ce que c'est clair? Parce qu'on voit dans beaucoup d'administrations, et notamment dans la police, je pense, on en avait déjà parlé, c'est pour ça que je me permets d'en parler, que les procédures ne sont pas toujours tout à fait transparentes.
Et puis, il y a aussi quand même, moi ce qui me choque, mais ça c'est personnel, je ne sais pas ce que tu en penses, on n'en a jamais parlé, je vois pas, j'ai oublié le nom de ce syndicat, un syndicat de commissaires de police, qui qui fait des tweets d'une violence inouïe vis-à-vis des Français, d'une violence inouïe, très politisée, avec une orthographe qui laisse pour le moins à désirer. Est-ce que ça c'est possible, quoi? Et que représentent ces gens-là? Après, je veux dire, on revient sur ce qu'on disait au début, pas d'être pour ou contre la police, que j'espère qu'on va sortir de ce manichéisme. Nous, on ne le fait pas nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui disent soutien FDO, ça ne veut rien dire, quoi. Donc, qu'est-ce que représente aujourd'hui Vigie et comment ça se passe au niveau des élections syndicales? Alors, les élections syndicales, pour être représentatif, il faut un siège au conseil technique de la police nationale, unité technique réseau. Et si on a un siège à ce niveau-là, on est représentatif au sein de la police nationale. Donc ça se joue, grosso modo, il faut avoir un siège, ça fait 7% pour avoir le dernier siège, quoi. Grosso modo, il y a une quinzaine de sièges à se répartir. Une fois qu'on a ça, on est représentatif. Donc après les élections, ça se passe comment? C'est ce qui a posé problème et c'est pour ça qu'il y a notre recours pour fraude. Et pour le moment, le ministère n'a pas répondu dans les délais qu'il avait jusqu'au 16 décembre pour produire un mémoire en défense. Il n'a pas produit pour le moment dans les délais. C'est qu'on votait par vote électronique. Il y a certains syndicats majoritaires qui ont triché de façon classique, j'allais dire. C'est pas bien, mais rien de nouveau sous le soleil. Malheureusement, ils donnaient des bons d'achat. Ils achetaient les gens avec un petit billet, quelque chose comme ça. Par contre, on a voté pour la première fois par vote électronique. Il y en a qui se sont mis au bout du jour. Normalement, quand on vote par vote électronique, il y a une baisse de la participation, que ce soit secteur privé ou public, de 20%. Dans la police nationale, il y a une hausse de la participation de 20%. Le ministère s'est félicité de son bon travail pédagogique. Ils sont très forts au ministère pour s'envoyer des fleurs. Dans les faits, comment ça s'est passé? Un syndicat, notamment Unité SGP, donc pour resituer quel est ce syndicat, c'est leur secrétaire général qui a dit il a eu sa main arrachée, bien fait pour sa gueule. C'est ce syndicat qui a dit sur un plateau de télé, Bamboula c'est convenable, qui n'a pas été sanctionné par le ministère, alors que pour le coup c'est du racisme et c'est puni par la loi. C'est ce syndicat qui a soutenu un major violeur d'une collègue gardienne de la paix jusqu'au tribunal. Ce major a depuis été condamné par la justice, bien heureusement, et qui nous avait attaqué pour diffamation pour avoir osé demander des preuves de leur triche. Et nous avons été relaxés et eux condamnés. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est très simple, ils allaient voir leurs adhérents en disant voilà, tu es sur mon listing d'adhérents, tu me donnes tes codes pour que je vote à ta place. Si tu ne me les donnes pas, eh ben, tu n'auras pas d'avancement et de mutation pendant les 4 prochaines années. Parce que comme on fait ça à tous nos adhérents, eh ben, forcément on sera remajoritaire. Voilà, nous l'avons su parce que nous avons des adhérents de chez eux qui nous a dit on va voter pour vous, vu que le vote est secret, en fonction de la représentativité que vous aurez grâce à ce vote secret, nous pourrons adhérer chez vous officiellement ou pas. Le problème, il nous dit on n'a pas pu voter pour vous car le vote n'était pas secret. Chose amusante, sur la région de Marseille, où on a eu les témoignages, il y a eu 50% des fonctionnaires de police qui ont voté en 10 minutes après l'ouverture du vote. Quand on a demandé à l'administration de nous donner à quel endroit et quel ordinateur avait été utilisé pour les votes, on nous a dit qu'on ne nous les donnerait pas. On n'a pas demandé qui a voté pour qui ou comment ça s'est passé, ni quel ordinateur. On a dit donnez-nous quel ordinateur a voté et pourquoi. Parce qu'on sait que là-bas, il y a des représentants d'unité SGP qui étaient partis avec 80 enveloppes de vote pour voter à la place de leurs collègues. Voilà, on a même eu des délégués de chez eux qui sont allés voir en tant que chef d'unité, qui étaient allés voir le responsable administratif, et il dit je vais prendre les enveloppes et je vais les distribuer à mes collègues. Et puis pour gagner du temps, il allait voter à la place de ses collègues. Ça ne valait pas le coup de perdre du temps à faire les choses. Donc voilà où on en est. Donc voilà pour à l'heure actuelle la représentativité dans la police, on n'en sait rien. Et donc pour montrer la représentativité, donc c'était la défense de notre ministre et de notre directeur général de ne pas nous recevoir parce que nous n'étions pas représentatifs. Après, on est très fiers de ne pas être représentatifs car nous, on n'a pas triché du coup. Mais il y a un syndicat qui n'a pas été représentatif, donc le SCSI-CFDT, qui quand même été invité à toutes les réunions en étant non représentatif. Ce qui montre un certain problème dans le discours de notre direction. Donc voilà comment se passent les élections. Donc on a bon espoir qu'elles soient annulées, qu'on puisse revoter avec des règles convenables et sans souci, avec un impact en dehors de la police nationale également sur les élections. C'est que le ministère de l'Intérieur, donc ça c'est les élections professionnelles internes, mais est responsable de toutes les élections en France. Je rappelle que pour les européennes, des gens n'ont pas pu voter parce qu'il y avait un bug sur les listes électorales. Donc on attend de voir ce que ça va donner pour les municipales. Mais c'est le ministère-là qui a dit que par exemple pour les municipales, on ne prendrait pas en compte les villes de moins de 9000 habitants pour le résultat. Donc c'est ce ministère qui fait les règles des élections. Donc si ils cautionnent de la triche en interne, pour ceux qui en veulent savoir plus, je leur conseille le Canard enchaîné du 19 décembre 2018,
qui donne une petite illustration de comment ça se passe. En fait, ça remet en cause tout le système démocratique en France. Une dernière question avant de prendre les questions qui se font jour. Non, mais on va prendre les questions, puis j'y reviendrai après. Alors, je vais peut-être présenter le livre d'Alexandre Langlois, L'ennemi de l'intérieur, dérives et dysfonctionnements de la police nationale. L'ennemi de l'intérieur, dérives et dysfonctionnements de la police nationale. C'est aux éditions Talma et ça coûte 18 €. Donc je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais m'empresser de le lire. Voilà, et je pense que tu peux en dire 2 mots. Je peux en dire 2 mots. Le but du jeu de ce livre, l'enjeu, c'est que les gens connaissent les dessous de la police nationale. En interne, on ne pourra pas faire changer les choses. C'est tellement verrouillé et vérolé qu'il faut changer l'institution pour qu'on puisse retrouver nos missions et que les exercer avec conviction au service du peuple. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un débat national sur le sujet, faire pression sur nos politiques qui peuvent changer cette institution. En interne, pour le moment, tellement tout est déverrouillé par une minorité de personnes. Tu parlais tout à l'heure du syndicat des commissaires qui fait des tweets assez odieux, qui appellent à la mort des syndicats militants. Donc c'est assez grave quand même, mais qui ne sont pas inquiétés pour autant. Et leur représentativité, ils ont autant d'adhérents que nous à peu près. Voilà. Mais ils sont commissaires et c'est eux qui nous dirigent. Et petite précision sur... Je ne veux pas être médisant, mais j'en connais un certain nombre de commissaires, je les vois agir. C'est un peu des hommes politiques aujourd'hui, les commissaires. Je les vois beaucoup dans les cocktails, c'est pas beaucoup sur le terrain. Je me trompe ou j'ai une vision un peu... Non, il y a beaucoup de commissaires qui sont devenus des bureaucrates, malheureusement. Ils sont des très intelligents, enfin pas très intelligents, très instruits. Ce que m'avait dit un collègue, c'est pas parce que vous avez un diplôme valide un niveau d'instruction, pas d'intelligence. Et résultat des courses, on a beaucoup de bureaucrates, de grades papier, tout ce qu'on veut. Des vrais commissaires flics, il n'y en a pas beaucoup. Et malheureusement, ceux qui sont vraiment flics, qui sont appréciés de leurs collègues, qui font un travail d'utilité publique, ceux-là sont ennuyés par leur père, qui leur mettent la pression parce que justement, c'est des mauvais éléments pour la corporation commissaire. Donc il y a certains commissaires qui se reconnaîtront et qui s'entendent très bien, qui font un travail exceptionnel, qui sont appréciés des collègues, qui motivent les gens, qui sont des flics et pas des bureaucrates. Malheureusement, c'est ceux-là qui ont des pressions d'au-dessus et qui se font torpiller dans tous les sens parce que justement, ils ne sont pas là pour leur carrière, mais pour l'intérêt général. Et une petite précision au sujet du livre, pour l'acheter, c'est en librairie. Voilà, ce qu'on est distribué par Hachette pour que ce soit rapide partout. Donc les librairies, il n'y a pas de problème. Il y a quelques sites internet, voilà, même Amazon qui livre assez rapidement. Par contre, évitez la Fnac. La direction de la Fnac, c'est un grand mystère, ne veut pas vendre le livre. Voilà, parce qu'ils mettent 3 semaines à les livrer, ils disent qu'ils annulent les commandes, c'est compliqué. Donc il n'y a rien de compliqué, hein, c'est 24 heures pour l'avoir, donc ça veut dire que la Fnac ne veut pas le vendre. C'est au niveau de la direction, pour avoir croisé des vendeurs, enfin mon éditeur a croisé des vendeurs, eux ils voulaient bien le vendre, mais c'est bloqué au-dessus. Donc, Qui est le patron de la Fnac ? Je ne sais pas, j'ai pas fait l'enquête plus loin, je sais juste que je déconseille d'aller acheter à la Fnac parce qu'ils ne veulent pas le vendre. Alors c'est un mystère. Je ne veux pas porter d'accusation, mais bon, regardez. Bon, on va prendre quelques questions. Alors... J'aurais dû en noter, mais il y en a tellement qui défilent. Alors, comment destituer Macron ? Bon, ça, c'est pas de notre fait. Hein. C'est pas à nous de répondre à ça. Bravo, Monsieur Langlois. Allez-y maintenant, si vous voulez poser des questions précises. Profitez-en. Pour repartir sur de meilleures bases, faut-il l'implosion du système ? Tout est vérolé. Faut-il l'implosion du système ? Le problème, je pense, tu me contrediras si je dis des bêtises, de l'institution policière, c'est que, effectivement, c'est devenu une institution bureaucratique. Tous les policiers que j'ai rencontrés, j'en connais beaucoup, dégradés, des pas gradés, on en reçoit ici beaucoup, tous nous parlent de perte de sens de leur métier, beaucoup de suicides pour ça, mais ça c'est général, généralisé à toute la fonction publique en général, hein, c'est le cas de le dire, mais encore plus vrai pour la police. Deuxièmement, donc beaucoup de bureaucratie, moins de terrain, etc. Deuxièmement, quand les flics font leur boulot, font des filatures, arrivent à élucider des affaires, etc., me demandent plus de moyens, etc., soit on leur dit t'emmerdes pas, c'est trop compliqué, soit quand ils ont le feu vert de la hiérarchie, qu'ils arrivent au bout d'une affaire, ils ont le plus grand mal à faire condamner la personne qui vient ensuite les narguer le lendemain au commissariat et qui bon.
Ça, je l'entends très régulièrement. Puis il y a une gestion aussi des carrières qui est complètement problématique, avec une co-gestion avec les syndicats qui sont quand même achetés, on peut le dire, pour pas grand-chose, mais qui sont là pour faire de la politique et soutenir un exécutif. Est-ce que je me trompe dans le diagnostic général de l'institution? Alors non, parce que donc les syndicats, c'est ce qu'on dénonce, c'est ce que je remets dans le livre avec preuve à l'appui, effectivement, qu'il y en a qui sont achetés avec des postes fictifs. Voilà. Donc ce qui permet que avec l'argent des Français, on achète les syndicats. La deuxième chose, effectivement, il y a une demande de travailler, mais travailler dans l'intérêt général. Et il y avait des collègues qui avaient démantelé par exemple un trafic de stupes dans une cité, ils étaient très contents, voilà. Très beau travail, c'est-à-dire qu'ils avaient fait quelque chose d'intérêt général pour plus que la drogue soit vendue. Voilà. Et c'est pas de faire de la boulette de shit. Ils ont eu le lendemain toute leur hiérarchie sur le dos, parce que les bailleurs sociaux ont appelé, le maire de la ville, les loyers ne sont pas payés. Le mois d'après, il n'y avait plus d'argent pour payer les loyers. Alors on a dit, vous nous faites des boulettes de shit, on aura des belles stats, les loyers sont payés et tout le monde sera content. Sauf qu'en fait, c'est pas du travail de police, ça c'est de la magouille et compagnie. Et après, il y avait sur la justice. La justice, en fait, effectivement, des fois, des personnes ressortent plus vite que le temps qu'on ait fait la procédure. Mais la justice, c'est comme la police, n'a pas les moyens forcément de travailler pour discuter avec des magistrats. Ils nous disent, quand quelqu'un arrive devant nous, on a deux solutions. Soit on lui dit, rappel à la loi, vous pouvez circuler, soit la prison. Parce que toutes les peines alternatives, on ne peut pas les mettre en place faute de moyens. On nous dit, par exemple, tout simplement un exemple, quand quelqu'un a détérioré un bâtiment ou fait un tag ou voilà, quelque chose comme ça, il y a une travail d'intérêt général qui pourrait lui dire vous nettoyez ça, vous remettez en état, puis voilà, ça va bien lui casser les pieds, la personne qui aura subi la dégradation aura son bien réparé, donc tout le monde est content. Sauf qu'il faut les policiers pour surveiller. Et on nous dit on ne peut pas mettre cette peine, parce qu'on nous dit n'a personne pour surveiller ces travaux d'intérêt généraux. Donc après il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, voilà, c'est qu'on remette de l'argent où il y en a besoin, et tant qu'il n'y aura pas ça, on sera dans un système qui est bancal, parce que on arrive à des gens qui sont relâchés parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons, on leur dit vous ferez votre peine plus tard. Des délinquants qui viennent voir nos collègues CRS quand ils sont envoyés en renfort dans une cité. L'anecdote, un de nos collègues CRS qui nous raconte ça, qui vient le voir, qui fait Monsieur l'agent, vous êtes là jusqu'à quand? Il fait ça vous regarde pas. Si monsieur, dites-nous, comme ça on vous embête pas le temps que vous êtes là et on reprend après. Vous prenez quoi après? Je peux pas vous le dire, sinon vous allez m'arrêter. Mais voilà, et en fait ils ont dit, et tant que la compagnie de CRS était sur place, ils se sont tenus très très sages et puis ils ont recommencé le business après leur départ. Alors, plusieurs questions sur les heures sup. Vous en êtes où des heures sup? Parce qu'elles ont été payées, partiellement payées, pas du tout payées? Alors, les heures sup ont été partiellement payées, mais c'est une arnaque en fait. Voilà. Une arnaque pourquoi? Parce que donc les heures sup, on en a accumulé 25 millions au niveau de la police nationale. Les heures sup ont été payées uniquement une partie des heures sup de l'année dernière, 2019, plafonnées à 5 000 € maximum par agent. Voilà, donc on ne pouvait pas prendre plus, voilà. Et avec la chose incroyable d'être payé moins cher que l'heure normale. C'est-à-dire que quel que soit le grade du fonctionnaire, on est payé 10,70 € de l'heure. Alors que si jamais on devait appliquer tout simplement le code du travail payé entre 25 et 50%, donc on a pris à 25%, les heures devraient être payées entre 15 et 30 €. Donc il y a quelque chose d'assez magique, c'est que en fait, le gouvernement a intérêt à épuiser les policiers un maximum, leur faire des heures supplémentaires à un maximum. Ça leur coûte moins cher que de recruter, vu que les heures supplémentaires sont payées moins cher que le niveau de salaire de base d'un gardien de la paix qui sort d'école. Est-ce que tu peux réexpliquer la procédure, c'est pas la class action, mais pas loin, de plainte massive? Tu parlais de Cour de justice de la République, etc. La Cour de justice de la République. Donc nous, on l'avait déjà tenté à l'époque sur les manifestations loi travail, avec des collègues policiers et puis des manifestants déjà de l'époque. On avait déposé une centaine de plaintes. Donc, voilà, et c'est la Cour de justice, c'est à Paris. Donc après, essayer de se concerter pour envoyer, c'est marqué dessus comment la saisir. Donc il faut faire une plainte, dire voilà tout ce qu'on dit, les fautes qu'on a pu voir, et qu'on incrimine le ministre pour sa gestion catastrophique de ce qu'il fait. Par contre, pour que ça aboutisse, c'est pas la loi qui fait aboutir les plaintes à la Cour de justice, c'est le nombre. Voilà. La Cour de justice a pour le moment condamné... n'a pas condamné, a reconnu responsable un ministre, c'était M. Fabius et Georgina Dufroy dans l'affaire du sang contaminé. Elle s'appelait plus, parce qu'elle a changé de nom, mais c'est toujours pareil, elle est composée de députés, de... Bon, là, on n'a même pas passé le départ en fait. Ils ont dit on va même pas traiter. Et donc pour le cas qu'on avait, parce que nous on n'avait que 100 plaintes, ils nous ont dit même si tout ce que vous dites est vrai, on va même pas vérifier, innocent. Voilà, irresponsable de ses actes. Donc si on veut le faire, il faut le faire en grand nombre, en grande pompe et inciter les gens à y aller. Donc si on fait une première fois, il faut au moins y aller, organiser ça. Donc
à plusieurs. Donc je ne sais pas quel collectif peut faire ça, mais voilà, c'est le nombre qui fera ou pas pencher l'instruction. Question aussi sous-jacente que tout le monde a à l'esprit. Est-ce qu'il y a une conscience au sein même de la police, je dirais de la police du rang, hein, pas des autorités, des fonctionnaires de police qui sont sur le terrain notamment, qui a une haine. On est passé de la défiance à la détestation. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, dans les manifs, c'est de la haine qui se fait jour. Est-ce qu'il y a une conscience de ça dans les rangs de la police, de ce divorce qui est vraiment consommé, quoi? Il y a une conscience, il y a un divorce et aussi une fracture au sein de la police. Voilà, ce qu'il faut savoir, que les gens ne voient pas forcément, c'est qu'il y a des gens qui disent bah, c'est pas grave, nous les gentils, on va continuer de taper sur ce qui est en face parce que c'est nous le camp du bien. Voilà, bon, il faut savoir. Savoir également que le niveau de recrutement baisse d'année en année. Donc il faut savoir aussi que plus le recrutement est fait au rabais, moins les gens ont la matière de réfléchir et de prendre du recul également. Donc on pense que c'est voulu. Et après, il y a des gens qui trouvent ça inadmissible et qui sont écœurés par ce qui se passe. Voilà. Et, Tu peux donner une proportion ou c'est trop compliqué? Les proportions, c'est compliqué parce que c'est un petit peu comme partout. Il y a des gens qui s'expriment. Donc on a des gens qui disent c'est bien, il faut réprimer tous ces gens, ils nous fatiguent. Donc c'est ceux qui parlent le plus fort, qui sont les plus violents dans leurs propos et qui mettent la pression aux autres pour qu'ils se taisent. Il y en a quelques-uns qui leur disent bah, attendez, on va pas se laisser faire, c'est pas comme ça, et voilà, dont je fais partie, voilà, mais on est moins nombreux à dire que voilà, parce qu'il y a cette omerta au nom d'un corporatisme mal placé, voilà, qui est entretenu par les syndicats pour le moment représentatifs, alors qu'un vrai corporatisme c'est de protéger tout le monde. Et je pense que pour protéger les policiers dans leur travail, le mieux c'est de ne pas continuer de creuser le fossé, mais au contraire de rapprocher la police de sa population pour qu'on s'occupe réellement des délinquants et des criminels. Donc un corporatisme mal placé et entretenu donc par nos syndicats. Après, donc il y a aussi des gens qui n'en peuvent plus également, parce qu'on parlait tout à l'heure de démissionner, mais il y en a certains qui démissionnent quand même. J'ai l'anecdote d'une collègue qui a fait la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, une très bonne collègue qui a dit, quand j'ai vu comment la gestion des pompiers a été faite, j'ai des copains pompiers qui étaient sur place, elle a dit, moi je ne peux plus supporter d'être dans la maison police, je démissionne. Donc il y en a qui n'en peuvent plus et donc il y a vraiment de tout. Donc c'est pour ça qu'on va voir comment ça va se donner pour la suite. Et au final, pour conclure, c'est que la grande majorité des policiers, c'est malheureusement la majorité silencieuse qui suit un peu le mouvement, qui essaye de ne pas faire de vagues. Le pas de vague pour laissez-moi tranquille dans mon petit coin, j'ai ma famille à nourrir, je ferai le mieux avec ma conscience et j'exécuterai au rabais les ordres, mais je n'irai pas prendre position ni pour ni contre, bien au contraire, je ferai pas grand-chose, mais je crois que c'est un mal français, malheureusement. Alors, sur le LBD, double question. Il y a d'abord l'histoire de l'affaire du fabricant qui a alerté les autorités françaises en disant « mais vous n'utilisez pas les bonnes cartouches, etc. » Ça augmente encore la dangerosité. Il y a même 3 questions. Il y a une deuxième question, puisqu'il y a un collectif, là, notamment de CRS, qui a parlé à la presse, et notamment à nos collègues, nos confrères d'Europe 1, et qui a dit qu'il y a de plus en plus de policiers qui réfléchissent, qui expriment le souhait de ne plus utiliser le LBD, d'abord parce que c'est une arme trop imprécise, trop dangereuse, pour laquelle nous ne sommes pas formés. Et en plus, il y a la pression des réseaux sociaux et des gens qui nous filment en permanence. On a peur, nous, de commettre un impair et de blesser des gens, parce qu'il n'y a pas que des fous qui tirent au LBD, il y a aussi une réaction de peur. Quand les gens ne sont pas formés, ils ont peur. Plutôt que de s'en prendre une dans la tête, c'est eux qui tirent. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet ? Eh ben, la prise de conscience, oui. Le LBD, nous, ça fait longtemps qu'on avait pris la conscience, donc justement grâce à des collègues CRS qui nous avaient dit à l'époque qu'on est formé tous les 2 ans, avec 5 balles tirées. Quand on avait fait ça, notre administration nous a dit que ça ne servait à rien, grosso modo, c'est comme ça qu'on l'a pris, ce sera tous les 3 ans. Donc déjà, on a allongé le temps. Monsieur Castaner a fini par reconnaître qu'il y avait un problème de formation sur les LBD. Cet été, sur RMC, il avait reconnu fin août. Le problème, c'est que la corrélation est budget formation en baisse d'1,7 million pour l'année prochaine. Donc on fait un constat, on dit qu'il y a un problème, à croire que du coup on veut encourager les problèmes et les bavures qui sont jouées, qui sont faites à cause de cette arme. Ensuite, sur le terrain, effectivement, c'est pas un contexte de stand de tir, donc c'est pas forcément l'arme la plus précise. Après, les policiers sont pas forcément attachés non plus au LBD, ils veulent juste une arme intermédiaire entre le tonfa et le pistolet. Et après, ça va même plus loin. Savait qu'il y avait des collègues qui ont été obligés par leur hiérarchie d'utiliser un LBD sans même la formation blague qu'ils ont eue. Et on lui a dit, le collègue nous avait dit, mais oui, mais j'ai même pas la formation en fait. Son responsable hiérarchique lui a dit, il y a 2 solutions, moi j'ai besoin de déployer les LBD, donc il faut que les gens les prennent. Si tu ne prends pas le truc, cet été, tes vacances, je te les décale de 15 jours.
pour nécessité de service. Sachant que les gens disent là, par exemple, le LBD a un viseur précis. Mais quand on est tireur, c'est ce qui est mon cas, et on en parlait aussi tout à l'heure, en réalité, si tu n'es pas formé pour ça, parce que chaque arme est spécifique, hein, de toute façon, c'est pas quand même non plus une arme, c'est pas une arme de poing, c'est pas un magnum, c'est pas précis de la même façon, hein, et il faut s'entraîner, parce qu'avec le recul, la manière dont réagit l'arme, etc., si tu n'es pas entraîné, tu vises le torse et tu chopes la tête. Je vais donner l'exemple, on a un collègue qui est dans l'équipe nationale de tir sportif de la police, qui quand il avait fait donc sa retirée, justement quand on s'était plaint du problème de formation tous les 2 ans, c'est lui qui nous avait alerté, il a dit, moi quand j'ai fait la pseudo-formation, il a dit, moi en tant que tireur, donc dans les meilleurs tireurs de France, j'ai visé le torse et la balle est partie pleine tête. Et il a dit, on est au stand de tir, dans un endroit aseptisé, sans fumigène, sans gaz lacrymogène, sans vent, sans rien, parce qu'on nous dit point visé, point tiré. Oui, en site industriel, sans vent, sans conditions atmosphériques, sans pluie, sans rien. Donc il y a un pas entre les deux. Et il y a une chose très très simple, c'est que les gendarmes, eux, sont une formation qui est faite en contexte le plus proche possible de l'opérationnel. C'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur, ils sont avec des gens qui bougent, avec des fumigènes, avec quelque chose qui se rapproche de la réalité qu'ils vont rencontrer sur le terrain, le stress en moins, parce qu'ils savent qu'ils sont quand même entre eux. Les gendarmes sont moins inquiétés par des procédures de tir de LBD soumises à caution. Alors moi je voudrais juste répondre là, parce que je vois certains commentaires. Moi je suis pour l'interdiction pure et simple. Je ne dis pas, d'abord c'est pas moi qui ai le pouvoir, etc. Mais si vous me demandez mon avis, je vous le donne. Je ne dis pas que ça exonère les gens et qu'il n'y a pas des gens qui se font plaisir en tirant au LBD ou qui ont peur, etc. Je dis que même les policiers qui veulent s'appliquer, qui ont l'habitude de tirer au LBD, en conditions de stress, sans la formation, avec un viseur précis, ne sont pas sûrs, parce qu'en plus, la distance de sécurité, tout ça, c'est bien beau. Quand tu es dans la panique, le bordel d'une manif, etc., que ça se tire dans tous les sens, ça court, t'as les lacrymos, va mesurer la distance réglementaire, le truc, tout ça, c'est théorique. Donc quand on a une arme aussi dangereuse, qu'on n'est pas capable de s'en servir, la moindre des choses, c'est de l'interdire. Voilà. Je vous donne mon avis, après vous en faites ce que vous voulez, mais puisque vous me le demandez. Juste une précision sur le LBD aussi, voilà. C'est sur l'utilisation qui est faite. Il y avait une manifestation sur Marseille, je ne sais plus quel acte des Gilets jaunes, il y avait eu un comptage des utilisations de tirs de LBD, 80 tirs, et 60 des 3 mêmes fonctionnaires. Voilà. C'est-à-dire qu'après, il y a des gens, effectivement, qui l'utilisent n'importe comment, et par contre, ces fonctionnaires n'ont pas été inquiétés ni embêtés. Voilà. Et il y a des moments où ça peut être utile, d'autres moments non, et après, la position pour chez nous, le LBD, donc c'est de dire, qu'on nous propose une arme entre les deux, c'est pas le LBD en soi qui est là, mais après que si jamais on doit garder le LBD, qu'on ait les formations, les munitions et tout ce qui va avec, et que ça a aussi un cadre légal précis, qui soit bien du défensif et non de l'offensif, et que quand des gens tirent ça comme des petits pains, eh ben, ils soient sanctionnés, quoi. Ou qu'on se pose une question, pourquoi ils ont fait 60 tirs, alors que tous les autres collègues sur la journée n'en ont tiré que 20 à tout le monde. Voilà. Dans ce que je voudrais dire, là, je voudrais dissiper vraiment un malentendu. C'est pas une arme, ça veut rien dire, c'est une arme précise, etc. C'est une arme dangereuse. C'est une arme dangereuse. Ça ne veut rien dire, une arme précise. Une arme précise, c'est le concours entre l'habileté du tireur, les circonstances optimales et la qualité de l'arme. C'est ça ce que ça veut dire un tir précis. Ne croyez pas qu'on appuie sur la gâchette, on vise et que ça marche, et sur la détente et que ça marche comme ça. Ça ne marche pas comme ça en situation de stress. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si une arme est dangereuse et qu'on n'a pas la formation pour ça, il faut l'interdire, parce que les dégâts, malheureusement, sont irréversibles. Après, que les policiers doivent se défendre, ça m'autorise à aller dans la question suivante. Que penses-tu de la généralisation des caméras? Puisque ça avait été pas mal de fois évoqué, puisqu'on est dans un pays démocratique et transparent, les caméras, ça coûte rien du tout aujourd'hui. On peut équiper les forces de police avec des caméras, ça coûte 3 € un objectif, tu vas t'achètes ça en Chine, à 10 € tu as une caméra performante, premièrement. Et que penses-tu de la généralisation du taser, qui n'est pas une arme létale, mais qui peut neutraliser les comportements les plus problématiques? Alors sur les caméras, les policiers sont demandeurs d'avoir une caméra, justement pour faire la lumière a posteriori des situations, des fois où les vidéos sont tronquées et que justement il y a une vision d'ensemble de chaque côté. Après, il y a eu une manipulation de ce gouvernement qui a utilisé notamment pour les tirs de LBD des caméras piétons qui étaient faits pour des contrôles d'identité.
C'est-à-dire qu'un contrôle d'identité, on est face à la personne, c'est filmé sur le torse, on voit ce qui se passe. Quand on prend le LBD, forcément on voit rien, le LBD est devant la caméra. Donc ceux qui sont des collègues qui sont au matériel, qui disent il faut pas avoir une caméra performante sur un maintien de l'ordre pour que ça filme bien, il faut qu'elle soit sur la tête de la personne, pour qu'on voit bien ce qu'elle regarde et qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et là pour le coup, il n'y a pas de budget pour acheter. Donc on peut se poser des questions, pourquoi notre gouvernement ne veut pas, alors que à la fois les policiers et la population demandent que les interventions soient filmées. Alors là, la question est là. Et effectivement, ça pourrait des fois expliquer certaines situations et ça pourrait limiter certains comportements de collègues qui se prennent pour des cow-boys. Donc, ce serait une bonne chose pour tout le monde. La deuxième question que tu avais, la deuxième partie, c'était sur... Sur le taser. Sur le taser. Le taser, alors pareil, c'est la même chose comme pour les LBD, ce n'est pas des armes non létales. Dans les formations, c'est bien des armes à létalité réduite. C'est-à-dire que c'est des armes qui peuvent tuer, c'est marqué dans les manuels de police, mais les formations ne sont pas très longues, il y a une demi-journée de théorique et les 5 tirs à faire. Donc du coup, ça peut tuer. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'insiste pas assez dessus. Après, que ce soit généralisé ou pas, il y a toujours des inconvénients et des choses. Une arme peut toujours faire du dégât. Si la personne a un problème de santé, on ne le sait pas, ça peut la tuer, une crise cardiaque. Donc il n'y a pas de modèle idéal, malheureusement. Donc, non, mais il faut voir que si on en est, il faut aussi resituer les choses dans leur contexte, à parler de la dangerosité des armes, etc., c'est qu'on est déjà très loin du débat et qu'il y a un problème, je dirais, général de politique. Parce que quand on en est à discuter des lacets ou de la dangerosité d'une arme, le problème, c'est d'abord l'être humain qu'il y a derrière et les êtres humains qui donnent les hommes dans toute la chaîne de hiérarchie, quoi. Et si on en est à discuter de l'arme, etc., c'est qu'on essaie de limiter les dégâts, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ça dysfonctionne complètement dans le cadre d'une manif, quoi. Oui, effectivement, la vraie question, c'est pas l'arme en elle-même. Si on pose une arme sur un bureau, elle fait rien. C'est comment on l'utilise. Dans certains cas, il faut des choses très carrées, très propres légalement, et puis si jamais elle est utilisée à mauvais escient ou dans un cadre qui n'est pas conforme à la loi ou au texte en vigueur, que les personnes soient sanctionnées. À l'heure actuelle, ce n'est pas fait. Donc à partir de là, ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi. Et en fait, tant qu'on n'aura pas résolu le cadre légal de l'utilisation et les sanctions en cas de non-utilisation conforme au cadre légal, on n'aura rien résolu. On pourra parler effectivement du LBD, du taser ou de toutes les armes intermédiaires qu'on peut discuter. Ça ne servira à rien. Le débat sera stérile parce qu'une arme, par essence, est dangereuse. Il y a Christelle, là, qui est bien connue des Gilets jaunes et qui filme, effectivement, qui avait été atteinte par un tir de LBD à la main et au poignet. Elle était toute bleue, etc. Et elle a porté une attelle pendant longtemps. Pas de RIO, pas d'image. Ils ont soi-disant pas retrouvé la personne. L'affaire a été classée sans suite. Voilà. Pour donner un exemple concret. Que penses-tu aussi? J'ai vu que hier, Jacques Toubon, enfin le défenseur des droits, c'est l'institution, s'était auto-saisi suite à l'affaire de Cédric Chouviat. Finalement, aujourd'hui, on voit que c'est encore une rare institution, autorité indépendante qui fonctionne, et même si ses pouvoirs ne sont pas si étendus, mais symboliquement, c'est fort. Est-ce que finalement, ce serait un peu le dernier recours, puisqu'on voit qu'il y a quand même un zèle des parquets qui est toujours un peu unilatéral, hein. On l'a vu dans la célérité, la rapidité de l'affaire, la nouvelle affaire qui n'en est pas une d'Ettinger. Je connais bien le couple et je ne veux pas en parler plus, je l'ai fait hier, mais quand on voit exactement en réalité ce que subissent les femmes qui se font taper dessus, etc., vraiment, et quand on voit, quand on arrive dans les commissariats pour porter plainte, c'est compliqué, les gens ne sont pas formés, on est dans le déni, les officiers, les fonctionnaires de police disent mais que vous êtes habillés de façon provocante, on a des tonnes de témoignages là-dessus, et puis là, ça va dans l'autre sens. Donc, est-ce que c'est bien quand même que le défenseur des droits rappelle un petit peu qu'on est encore dans une république et une démocratie, un état de droit, et qu'on a le droit de manifester de manière pacifique? C'est bien, oui. Ouais. C'est-à-dire que non, le défenseur des droits, c'est très bien ce qu'il fait comme travail. Je n'ai pas toujours compris de certains de mes collègues, malheureusement, qui n'ont pas compris que ce n'était pas contre eux qu'ils faisaient ça, mais justement pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions et que la loi soit respectée. Tout simplement, le seul problème du défenseur des droits, c'est qu'il rend des avis.
que l'administration peut faire des avions en papier avec, ça serait pareil. Du papier. Et voilà, donc tant qu'il n'y a pas de pouvoir qui peut aller derrière, ça peut orienter les décisions de justice, mais voilà, mais comme ça, tu l'as rappelé, et Madame Belloubet et Monsieur Macron ne s'en sont jamais cachés, ils ont dit les procureurs sont aux ordres de l'exécutif et doivent faire ce qu'on fait, c'est notre conception de la justice en France avec le parquet. Donc voilà, donc au niveau de la justice, c'est au niveau des juges d'instruction. Donc quand les affaires sont classées sans suite, je rappelle aux personnes qui écoutent et qui ne le savent pas, parce que beaucoup de gens ne le savent pas malheureusement, c'est qu'un classement sans suite n'est pas un jugement, c'est juste un classement sans suite, et qu'on peut saisir le doyen des juges d'instruction pour que l'affaire soit réellement jugée par quelqu'un qui ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et qui normalement n'est pas soumis aux ordres de Madame Belloubet et de Monsieur Macron en direct. Oui, parce il faut comprendre, sans rentrer trop dans la procédure pénale, qu'il y a l'autorité publique, le parquet, on va dire ça comme ça, hein, qui est saisi ou autosaisi d'ailleurs, en fait, sur une affaire pénale. Hein. Et puis, si l'affaire est classée sans suite, effectivement, on écrit au doyen des juges d'instruction. Un juge d'instruction est désigné. Il faut porter plainte avec constitution, partie civile, etc. Et à ce moment-là, il y a un juge qui est censé être indépendant, un juge du siège, qui va instruire l'affaire. Voilà. C'est pas pour rien que, pour le moment, la réforme de la justice veut s'orienter à l'heure actuelle vers la suppression des juges d'instruction pour donner leur travail au parquet. Voilà. Donc oui, une question d'ordre technique sur les matraques, puisqu'on voit des gens qui se font matraquer au sol de manière violente plusieurs fois. De quoi sont-elles constituées? Est-ce qu'elles sont en métal? Est-ce qu'elles sont en carbone? Est-ce que tu sais ça, non? J'ai pas la moindre idée. Elles sont pas en métal, ça c'est sûr. Je sais plus en quelle matière elles sont. Ça dépend des matraques également, parce qu'il y en a 2 ou 3 sortes différentes. Après, j'en saurais pas plus. Voilà, je sais juste que c'est un équipement légal et j'ai pas révisé ce point-là précisément. Bon, très bien. Alors, on va prendre encore. Je vois que le temps passe, puisqu'après tu as un train, donc on va avec ces salauds de grévistes, hein, c'est compliqué. Hein. Je dirais pas ça, c'est-à-dire que c'est fatigant d'avoir, si on pose la question sur la grève, c'est fatigant des fois de ne pas avoir de train. C'était mais ironique. Je préfère que ce soit fatigant quelques mois et avoir une retraite. Alors, on va prendre encore quelques questions. La jeune fille de Rennes morte, bah oui, ça, ok. Ah oui, alors, question intéressante qui revient assez souvent sur la composition des gaz lacrymogènes. Parce qu'on a... moi, j'ai vu, je devais le recontacter, il faut que je le fasse d'ailleurs, le jeune chimiste là, à la queue de cheval, un peu roux. Ouais. Je ne sais plus son nom. Là. Alors, ça, Alexander Samuel, voilà. Il est docteur en biologie. C'est ça, plus, et en chimie. En chimie, en physique ou en chimie. Je sais plus, il vient de poster récemment sur son compte son diplôme qu'il vient de récupérer. Je sais plus, oui. Et donc, en fait, il a travaillé sur le sujet. Effectivement, il y a des substances qui sont quand même en concentration assez importante, qui sont nocives pour la santé. Alors, il faut savoir que le gaz à effet lacrymogène, donc l'agent CS, est un dérivé lointain du gaz moutarde utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Ensuite, là j'ai pu discuter récemment avec un collègue, est-ce que la direction générale de la police annonçait que les taux de concentration de ce gaz CS étaient entre 10 et 13%. 10 et 13%, il n'y aurait plus de manifestants depuis longtemps, tout le monde allait crever. Le taux de concentration réel est de 3%. Voilà, c'est ce qui se passe dedans. Ensuite, après, le taux de concentration ne veut pas forcément dire quelque chose. Après, c'est toujours pareil, c'est le contexte. C'est combien de temps on est exposé, la durée, le climat également autour de nous, en fonction si le temps est humide ou il fait beau, ça n'a pas les mêmes réactions. Ce qu'on a pu constater sur des études faites à l'étranger, il y a des risques sur le long terme sur la santé. Voilà, si on est exposé régulièrement. Donc régulièrement, ça veut dire tous les week-ends, par exemple, avec des concentrations assez élevées, vu que, par exemple, le 1er décembre, il y a eu 13 500 grenades en 2018 qui avaient été tirées sur Place de l'Étoile en une journée. Donc ça fait qu'il y a des risques pour la santé graves sur le long terme. Donc nous, on milite pour la suppression de ces grenades, parce que du coup, c'est pas d'empoisonner les gens sur le long terme, c'est une catastrophe. On aimerait bien plutôt du gaz poivre, voilà, qui a un effet très irritant et qui fait pleurer très fort, mais qui a le mérite de ne pas impacter la santé sur le long terme, vu que c'est du gaz, le gaz poivre en réalité, c'est du poivre de Cayenne, et c'est très biologique du coup pour le coup, ça fait pleurer très fort, mais ça n'attaque pas les poumons. La deuxième chose également, c'est qu'il y a des problèmes qui peuvent être sur les rétines. C'est ce qu'on a regardé, il y a des collègues CRS qui sont pleins au niveau de la médecine de prévention. Donc on espère avoir un rapport dans pas longtemps en disant que ça pouvait rayer la rétine et d'aller voir les ophtalmos. Il y a aussi des choses qui ne sont pas données, des choses très simples quand on est exposé à ces gaz de façon intensive. Surtout quand on rentre chez soi, c'est mettre ses vêtements dans la machine à laver et les laver tout seul. Voilà, parce que le gaz reste à l'intérieur des vêtements et peut contaminer ailleurs.
notamment pour ceux qui ont des nourrissons ou des enfants en bas âge, le résidu qui est sur les vêtements peut être très nocif pour leur santé. Et prendre une douche froide, parce que si on prend une bonne douche chaude, ça ouvre les pores et ça permet au poison de pénétrer dans le corps. Donc une douche froide, ça referme les pores. Une fois qu'on s'est bien savonné à la douche froide, après, on peut se laver à l'eau chaude une fois qu'on a éliminé le poison. Ensuite, je vais se tourner les questions sur le cyanure. Voilà. Donc le gouvernement, effectivement, donc là je parle parce que j'ai avoir rencontré Alexander Samuel qui nous a expliqué la situation. Quand le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas de cyanure dans les grenades, ils disent la vérité. Mais une fois de plus, ils sont très forts en communication, c'est qu'il n'y a pas de cyanure dans les grenades, c'est vrai. Par contre, la réaction chimique dans notre corps produit du cyanure. Voilà, donc effectivement, ça pose un sacré problème. Et des pays comme les États-Unis ont arrêté d'utiliser ce gaz-là parce que c'était trop dangereux. Voilà. Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que j'ai jamais eu une bronchite de ma vie ou quoi que ce soit, mais que j'ai toujours un voile sur la voix depuis, au bout de 3 mois de manifestation, les bronches toujours prises, tu vois, j'ai toujours ce truc-là, ça m'était jamais arrivé, quoi. Et en ayant discuté autour de moi avec beaucoup de gens qui filment ou qui sont dans les manifs, ils ont les mêmes symptômes, quoi. Donc ça fait, je sais pas à long terme ce que ça fera, mais à court terme, ça fait déjà, c'est très incommodant, très irritant. J'ai toujours mal à la gorge, tu vois, j'ai toujours cette espèce de glaire là, pardon pour l'inélégance, mais dans le fond de la gorge, ce qui m'était jamais arrivé avant. Voilà. On va prendre encore 2-3 questions. Dans le whisky, je ne bois pas d'alcool, donc comme ça va vite. Et j'ai pratiquement arrêté de fumer. La voix de Barry White, voilà, il faut bien un peu rigoler. Oui, les policiers aussi, hein, les policiers, ils respirent du gaz lacrymogène, hein, comme... Alors j'explique juste une petite chose aussi, on est en train d'essayer de travailler sur un recours sur les gaz lacrymogènes et la santé de nos collègues. En tant que syndicat de police, notre rôle c'est de protéger nos collègues. Après, on espère que ça donnera des idées aux manifestants et riverains de se saisir du dossier pour pouvoir défendre également leurs droits. Mais nous ne pourrons pas le faire, pas parce que nous sommes des égoïstes, mais un syndicat de police a un périmètre légal d'action qui est les policiers. Question un peu délicate, mais qui revient, je l'ai vu 3 ou 4 fois, ou même plus, que deviennent les lettres des policiers qui se suicident, parce qu'ils laissent des lettres. Oui. C'est leur acte est symbolique aussi. On ne se suicide pas, comme on dit souvent, on se suicide parce qu'on en a marre de vivre. Hein. C'est l'impossible. C'est pas l'envie de mourir, mais c'est l'impossibilité de continuer à vivre. C'est quand même une nuance importante. Ils laissent des lettres et l'administration les confisque. On peut pas les connaître. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Eh ben, je dis que déjà c'est dramatique quand quelqu'un a perdu un proche, ne peut pas savoir les raisons de son acte qu'il a voulu en tous les cas expliquer sur papier. Donc déjà c'est un drame, un deuxième drame que vit la famille et les proches. La deuxième chose c'est que après on nous oppose le secret de l'enquête, le devoir d'en connaître. La personne est morte. Enfin, je veux dire, je crois qu'il n'y a rien qui passe au-dessus de ça, et si elle a décidé de le partager, c'est son choix. Je rappelle que légalement en France, c'est le destinataire du courrier qui en fait ce qu'il veut. Donc le destinataire du courrier, il n'y a pas le droit de violer le secret de correspondance, quoi qu'il arrive. Donc du coup, je repense à un collègue qui s'est suicidé en fin d'année dernière, enfin en fin 2018, pardon, et son père s'est battu pour avoir le courrier de son fils qu'il l'avait laissé, et l'administration lui a juste donné des morceaux d'extrait de sa lettre. Et je ne sais pas si à l'heure actuelle, il a toujours eu le courrier. Donc c'est très compliqué, parce qu'effectivement, ils se protègent entre eux, ils donnent des extraits, ils arrivent à manipuler des fois le contenu de la lettre en donnant des extraits bien choisis qui veulent dire l'inverse de ce qu'il y avait marqué. Donc à part dire que c'est une honte et que c'est ne pas respecter le deuil de la famille pour pouvoir se faire son introspection, c'est vraiment dommage. Et une honte avec d'ailleurs sur les suicides, de toute façon il y a un sérieux problème. La direction de France Télécom, Orange, a été condamnée par la justice aux peines maximales auxquelles la justice pouvait prétendre, même si elles ne sont pas très hautes. Pour 19 suicides réussis en 2 ans, notre directeur général de la police nationale était à 110 au moment où il a annoncé sa démission. Monsieur Castaner, 70 depuis sa prise de fonction, ils ne sont toujours pas inquiétés. Et c'est ça en 2 ans et moins de 2 ans pour monsieur Castaner. Donc ça pose un problème. Avec une fois de plus, toujours ce petit point, c'est qu'à Orange France Télécom, c'était pas Orange France Télécom qui enquêtait sur elle-même. C'est une différence de taille, hein, ça c'est sûr. Parce qu'il faut bien comprendre que, on connaît ça dans des affaires moins dramatiques, de mesure de l'audience, par exemple pour les radios, c'est les radios qui ont constitué une espèce de monstre pour se mesurer elles-mêmes. Alors soit tu es dedans et tu te mesures toi-même, soit tu n'es pas dedans, mais tu mesures quand même les autres. Donc, et ils ont un organe
de contrôle, un comité qui est censé contrôler cet organe de mesure médiamétrie, citons-le. Donc l'organe de contrôle, ce sont les mêmes personnes qui viennent se contrôler elles-mêmes. Donc c'est extraordinaire. Et ça, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Parce que quand on est jugé parti, que ce soit on l'a vu avec l'affaire Enron, par exemple, au niveau américain et mondial, les gens qui font le tour de table et qui sont dans le business sont aussi les gens qui valident les comptes. Et c'est pareil pour l'IGPN, etc. Si on n'a pas une autorité indépendante et vraiment indépendante et judiciarisée, on voit bien que ça n'aboutira jamais. Et c'est ce qui s'appelle en droit le conflit d'intérêts. C'est dont on souffre aujourd'hui. C'est le problème principal de la France parce que le conflit d'intérêts aboutit inévitablement à la corruption. C'est ça la corruption. C'est à la fois être jugé parti et c'est confondre ses intérêts privés, c'est mettre en avant ses intérêts privés, les confondre avec avec les intérêts publics en fait. Et donc d'opérer cette confusion et c'est exactement le problème qu'on rencontre aujourd'hui, d'être jugé parti. Voilà. Écoutez, voilà les amis, encore une question, une dernière question pour conclure. Demain, il y a une manifestation, un nouvel acte des Gilets jaunes. Bon, demain, moi, pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas être là puisque j'aide quelqu'un à déménager, je ne dirais pas qui, de ma famille proche. Donc, je vais faire des cartons, défaire les cartons, monter les étages, descendre les étages. Il faut continuer à dénoncer, mais attention pour votre sécurité. Avez-vous peur? Alors, on va répondre chacun. Je t'en prie. La peur, je dirais, c'est l'intelligence. C'est une réaction humaine. Et les gens qui n'ont pas peur et qui sont téméraires, en général, c'est les premiers qui tombent. Donc, la peur, c'est quelque chose de... C'est l'éveil des sens. C'est les sens en alerte. Bon. Donc, il faut pouvoir la maîtriser, la transcender, la contrôler, premièrement. Deuxièmement, il faut essayer de tout rendre public. Quand vous êtes menacé, quand il y a des zones d'ombre, il faut mettre de la lumière dessus. Parce que les gens qui sont dans les zones d'ombre, dans les zones grises, n'aiment pas la lumière. Donc dès que vous êtes menacé, dès que vous avez un problème, et pour ça il faut être irréprochable au départ. C'est sûr que si vous n'êtes pas indépendant et que vous mettez la main dans le pot de confiture, la première chose qu'on va vous dire c'est qui t'a fait roi et n'oublie pas, on t'a vu coucher avec un petit garçon, on t'a vu faire ça, on t'a vu prendre la caisse, alors là vous êtes mort tout de suite. Bon. Donc évidemment d'abord avoir une éthique de base si vous êtes dans la police ou dans les médias ou dans quelque chose de public, ça me paraît être la moindre des choses. Et puis essayer de ne pas copiner, de ne pas mélanger les gens et de rendre public tout ce qui doit l'être pour ne pas qu'il y ait... Parce que la démocratie, c'est ça. La règle du jeu, c'est ça. Et la demande de transparence aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans les médias, des éditorialistes notamment, qui disent la transparence, c'est le début du fascisme. Non à la dictature de la transparence. Il n'y a pas de dictature de la transparence. Il y a une dictature de l'opacité, de la viscosité. Mais quand c'est transparent, c'est transparent. Quand on ne peut pas être un peu honnête, on ne peut pas être un peu intègre, on ne peut pas un peu dire la vérité. Soit on décide d'être dans une démarche de transparence et de vérité. C'est le principe fondateur d'une démocratie, sans aller dans les grands textes et dans les grandes idées. Soit on est dans des régimes autocratiques, autoritaires, oligarchiques. Et on dit, il y a, au-delà de ce que vous voyez, il y a des gens plus éclairés que vous et vous n'avez pas à savoir. Et ça, c'est le début du clanisme. Voilà, moi, ma réponse. Juste pour rebondir, c'est que sur la fin de ta phrase, c'est que les députés de la République En Marche, y compris la porte-parole du gouvernement, disent et assument parfaitement de mentir pour protéger le président. Il y avait un député qui avait dit les Français ne peuvent pas tout savoir, il faut qu'on leur mente pour leur bien. Donc voilà. Donc c'est assumé par nos politiques à l'heure actuelle. Sinon pour la peur, non, la peur, oui, on peut avoir peur parce qu'on n'a jamais un moment de doute, mais après la peur n'évite pas le danger. Donc de toute façon, au bout d'un moment, il faut continuer, il faut pouvoir se regarder dans une glace, il faut pouvoir avancer et justement mettre les choses en lumière, comme expliquait Didier, c'est ce qui peut être protégé. Ça peut être protégé parce que si jamais moi je ne m'étais pas exprimé publiquement, j'avais juste fait des petits trucs à droite à gauche, j'aurais pas pu continuer mon mandat et puis j'aurais explosé en vol quand M. Castaner m'a sanctionné personnellement.
Voilà, j'aurais plus pu vivre, j'aurais ma famille qui aurait été mise en danger. Et puis au bout d'un moment, quand sa famille est en danger parce qu'on n'a plus de quoi la faire vivre, on arrête le combat, pas parce qu'on veut pas parce qu'on n'y croit plus, mais parce qu'on ne peut plus y continuer. Donc en fait, c'est un combat collectif. Tant qu'il y aura des gens qui croient à la vérité, qui croient à vouloir améliorer les choses, la peur sera pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut faire tous ensemble, quoi. Des nouvelles de l'affaire Benalla, je pense que tu n'en as pas plus que nous. Hein. Les nouvelles de l'affaire Benalla, on est à la recherche chez quelqu'un. On cherche le juge d'instruction qui est en charge du coffre disparu. Parce que nous avions donc alerté grâce à notre avocat Maître Bouzrou quand le coffre a disparu Tout à fait. en août 2018. On avait demandé en disant que c'était une dissimulation de preuves. Le procureur de Paris à l'époque, en attente de sa promotion qu'il a eue depuis à la Cour de cassation, avait dit il n'y a aucun rapport avec l'histoire, laissez-nous tranquilles, on ne va pas enquêter dessus. Donc aujourd'hui, un juge d'instruction a été nommé devant les problématiques. Avec petite anecdote croustillante, Monsieur Castaner qui avait dit à l'époque, interrogé sur une chaîne de télé, que effectivement la disparition du coffre était croquignolesque. Depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, on ne l'entend plus sur le sujet, c'est bien dommage. Du coup, on cherche le juge d'instruction pour que cette affaire soit raccrochée à la nôtre, pour qu'on essaye un peu d'y voir plus clair. Mais voilà, donc on est à la recherche du juge d'instruction en charge du dossier pour lui faire une demande de rattachement à la procédure principale qui n'avance pas très vite. On nous dit que l'affaire est compliquée et complexe. Alors effectivement, il y a plusieurs pans de l'affaire, mais on pourrait les juger par morceaux du coup. Parce que par exemple, ce qui intéresse la police et la plus grande partie des gens, c'est pas les passeports diplomatiques de M. Benalla et ses promenades en Afrique, c'est de savoir pourquoi il se balade et qu'il tabasse des manifestants. Donc une fois qu'on aura réglé ce volet, on pourra régler le reste. Il peut le faire de derrière les barreaux, c'est pas très grave. On a bien changé d'époque. Hein. Il y a encore peu, c'était le cercle des poètes disparus. Et aujourd'hui, c'est un mélange de Proust et de Benalla. C'est à la recherche, non pas du temps perdu, mais du coffre disparu. C'est pas Albertine disparue, mais c'est Alexandre disparu. Alexandre revenu, mais Alexandre toujours nu et cru. Qui fascine. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de journalistes, d'éditorialistes, d'hommes politiques qui disent quel homme brillantissime, quel parcours extraordinaire. Et quand on voit ce clivage qu'il y a dans cette société du spectacle et la société du réel, on se dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge au niveau des médias, parce que tous ces grands voyous, parce que c'est un voyou, hein, je n'ai pas peur de le dire, hein, tout le monde, on peut dire ça, hein, je pense. C'est-à-dire que quand on est condamné par la justice et poursuivi, du coup on ne s'échappe pas, on assume ses actes et on est jugé. Et puis le coffre a disparu, la perquisition, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, il n'a pas les clés, mais enfin, je veux dire, toi tu fais un truc comme ça, n'importe quel citoyen lambda, tu peux pas raconter une histoire rocambolesque en disant ah c'est ma femme qui a la clé, elle est chez le coiffeur. Enfin, je veux dire, la perquisition, tu fais venir la force publique, hein, avec un huissier, tu défonces la porte et tu penses qu'il y a à prendre. Voilà comment ça marche dans un pays normal, une perquisition. Voilà. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est ni de Benalla ni de Proust, c'est de La Fontaine. La Fontaine. Maintenant pour moi, c'est les animaux malades de la peste. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, passez un bon week-end. Par les égouts, ça serait plutôt, c'était Spaghiari, ça, mais ça, faut de la cervelle et du courage. C'est pas les mêmes réseaux. Hein. Moi, j'ai plus de respect, finalement, pour les hommes qui passent par les vrais réseaux des égouts, qui étaient des cerveaux à l'époque, et qui, finalement, dépossédaient pas grand monde, sinon des banques, puisqu'elles étaient bien assurées. Tout le monde a pu retrouver ses petits. Voilà, donc blague à part, passez un bon week-end. Si vous allez en manif, faites attention à vous. Ne soyez pas trop téméraires, ne prenez pas des risques inconsidérés. Et puis, écoutez, soyez heureux en famille. Et puis, à bientôt. On se donne rendez-vous régulièrement, de toute façon. Et on souhaite bonne chance à Alexandre. Je rappelle, et bon courage, son livre « L'ennemi de l'intérieur, dérives et dysfonctionnements de la police nationale » aux éditions Talma. Je vous le conseille, ça coûte 18 €. Cotisez-vous. Pour ceux qui n'ont pas voilà. conseil, ceux qui me disent qu'ils ont conseillez à votre bibliothèque aussi. Voilà, conseillez-le à votre bibliothèque. Achetez-le en groupe, mettez 3 € chacun, 3-4 € et faites-vous le circuler. Je ne l'ai pas encore lu, mais je ne doute pas que ce sera très intéressant et surtout factuel, avec une mine de renseignements.
Salut à tous et puis bon week-end. Et Bon puis, week-end, merci merci. Alexandre. Alors, tu vas retourner dans ta Bretagne. C'est ça. Voilà. Où le climat dans les manifestations gilets jaunes sur les ronds-points du début, mettons malheureusement il n'y a plus personne, mais était quand même beaucoup plus calme et détendu. Et malheureusement les dérives qui ont lieu, et je pense organisées par le pouvoir en place, arrive que les cortèges se vident, mais la colère et la volonté de changement et de mieux vivre n'a pas bougé. Moi, je vis pour partie aussi à la campagne, dans le Perche, et je peux te dire que tout le monde est gilet jaune. Voilà. Et dans la campagne et dans les villes périphériques, tout le monde est gilet jaune, même si les gens n'ont pas le temps, n'ont pas l'argent, n'ont plus le cœur ou le courage, ils sont un peu désespérés. La France profonde, le pays profond, reste toujours ce qui a été depuis longtemps et ce qui a été exprimé il y a maintenant 13 ou 14 mois avec les Gilets jaunes, ça n'a pas changé. Voilà les amis, passez un bon week-end et puis à bientôt. On va bien. Bon week-end, ouais. On est en forme, ça va, tout va bien. Salut, salut.